Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir levé la pluie et le mauvais temps pour nous rejoindre ce matin pour un nouveau petit déjeuner Alliance Digitale consacré au marketing conversationnel et au business messaging. À nouveau, un immense merci à notre partenaire Le Bon Coin pour nous accueillir ce matin dans ces superbes locaux. Dans quelques instants, vous allez découvrir la présentation du panorama des acteurs du conversationnel qui vous a été concocté par Geoffrey Boulakia de Messaging.me et Fabien Andrew de SMS One qui nous vient tout droit de Marseille ce matin. Bravo Fabien pour l'effort. Ce sera suivi par 3 use cases très intéressants. Un premier cas autour de la solution Time to Chat portée par CM et Curcall. On aura aussi un cas WhatsApp porté par Messaging qui est Camping Car Park et un use case RCS porté par Cinch pour leurs clients le printemps. Puis j'aurai le plaisir d'animer une table ronde sur les nouveaux canaux, nouvelles interactions, nouvelles stratégies autour du marketing conversationnel et réunissant des speakers de Meta, de SFR, de eConsilio et de Carrefour. Mais avant cela, je vous invite à accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Arthur et Christophe pour un peu d'introduction. On va rappeler que ces sujets-là sont des sujets bien connus au sein de l'Alliance Digitale. Je laisse la parole après aux spécialistes et à Christophe, qui est président de la commission. Voilà, moi je voulais juste vous faire un très rapide mot d'introduction pour d'abord remercier l'ensemble des membres qui s'engagent pour produire ce genre de contenu, faire ce genre d'événement. C'est la vie de l'association, c'est ça. C'est quand les membres s'engagent, viennent dans les groupes de travail, définissent des feuilles de route. Vous savez qu'on est très attachés à nos feuilles de route dans les groupes de travail, produisent des contenus et ça nous permet de se retrouver ensuite ici et de créer ces événements qui nous permettent de vous voir, de nous aussi de vous voir, parce que parfois on se voit qu'en visio, voilà, malheureusement. Donc c'est un moment important, mais encore une fois, merci à tous les membres qui se sont engagés sur ces contenus et sur ce sujet. C'est pas un sujet simple, mais on va le découvrir peut-être tout à l'heure, tout de suite. Voilà, moi je voulais juste vous parler de 2 prochains événements qui sont importants à noter dans vos tablettes. Le 6 novembre, nous avons un événement autour de l'Advanced TV. Voilà, on parlera mesure. Vous recevrez évidemment tout ça. Alors, si vous ne recevez pas nos communications, newsletter, invitations aux événements, replay, levez la main ou venez nous voir et on vous rajoutera dans votre base de données avec grand plaisir, bien entendu. Donc notez bien le 6 novembre, Advanced TV, on parlera programmatique TV essentiellement. Et puis, et mesure, le sujet, en fait, petit-déjeuner sera sur la mesure d'Advanced TV. Et puis, bien sûr, le 5 décembre, si vous n'êtes pas encore inscrit au forum du marketing digital, d'Alliance Digitale, faites-le vite, parce que vous pouvez vous inscrire gratuitement jusqu'à la fin du mois d'octobre. Après, malheureusement, on passera en payant. Voilà, il faut bien qu'on puisse organiser cet événement. Donc, inscrivez-vous vite. Pareil, si vous n'avez pas reçu le lien, si il est passé dans vos spams, vous ne l'avez pas encore vu, de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous, on va vous spammer. Donc, voilà, vous verrez. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous inscrira évidemment avec plaisir. Ce sera un événement, pour ceux qui le connaissent, qui dure toute la journée, au 28 avenue Georges V, avec des tables rondes. Cette année, pas mal de sujets, évidemment des sujets marchés, mais aussi des sujets sur lesquels on va ouvrir et essayer de s'inspirer. Voilà. Et puis, vous aurez des ateliers toute la matinée, avec beaucoup de use cases. Vous allez en voir aujourd'hui, mais on en aura aussi pendant le forum. Et des masterclass qu'on propose à nos membres pour pouvoir se former sur des sujets retail, IA, sustainability, programmatic TV. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais laisser la parole à Christophe. Merci encore d'être venu ici et merci au Bon Coin qui vous accueille pour la 2e semaine consécutive dans ce lieu que nous aimons beaucoup. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui vont prendre dans la salle, mais en tout cas, grand merci de nous accueillir pour ces événements. Je passe la parole à Christophe. Bonne matinée. Merci beaucoup Arthur. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais introduire cette table ronde. Alors quelques éléments sur la commission préalablement du marketing relationnel, on nous appelle classique. Donc le marketing relationnel aujourd'hui c'est une commission qui regroupe 2 groupes de travail, un groupe de travail
on va parler ce matin, le marketing conversationnel, et un groupe de travail sur l'IA générative. Je vais commencer par le plus récemment créé, qui est celui de l'IA générative. Donc aujourd'hui, ce groupe de travail fédère à peu près une cinquantaine de membres. Ce n'est pas vraiment une surprise, parce qu'on sait que c'est un très très gros sujet, c'est pas simplement un sujet d'actualité, c'est un sujet qui questionne énormément le marché et les entreprises. On a beaucoup de membres, parmi lesquels des petites startups comme Google, Meta, Microsoft ou Amazon. Et c'est un sujet sur lequel, en fait, il y a beaucoup d'ambition, parce que c'est un très gros sujet. Donc on pense livrer, dans les mois qui viennent, un livre blanc sur la thématique pour donner des lectures, des compréhensions du marché aux entreprises, et puis aussi des conseils dans la bonne adoption de l'IA en entreprise. Mais c'est un gros travail, et on va passer par des steps intermédiaires, notamment. Il fait plusieurs cartographies, notamment sur les outils d'IAGEN, les meilleurs outils du marché, parce qu'il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de bruit. Aussi un sujet autour de la formation, l'auto-formation, donner des auto-formations, faire une cartographie d'auto-formation en ligne pour permettre à chacun de s'approprier le sujet, de se perfectionner. Donc ça, c'est le volet IAGEN. Et sur la partie marketing conversationnel, donc c'est une quinzaine de membres qui travaillent, alors des membres parmi lesquels des opérateurs, des acteurs du messaging, Meta notamment. On a l'ambition aujourd'hui de donner là encore des clés de compréhension de ce marché pour le conversationnel dont on parle depuis des années, qui existe, qui se développe, mais qui est un sujet pour l'instant encore sous-exploité, je pense, dans les stratégies marketing des entreprises. Donc je vais venir tout de suite sur un premier sujet qui est en gros le messaging, qui est un peu l'épine dorsale du conversationnel. Aujourd'hui, en fait, si on peut parler de conversationnel, c'est essentiellement grâce au messaging. Donc le messaging, c'est pas un écosystème nouveau, hein, c'est un écosystème qui a plus de 30 ans maintenant. Le premier SMS en 90, il y a 32 ans. Et les premières campagnes marketing par SMS au début des années 2000. Donc on est en fait sur un marché qui a quasiment 25 ans d'existence d'un point de vue business. Et malgré tout, 25 ans plus tard, si on parle simplement du SMS, il est encore en croissance. Si on prend la croissance en France du SMS l'année dernière, c'est un peu plus de 4%. Après 25 années d'activité, et puis surtout beaucoup d'innovation. Parce qu'on a eu au cours de ces 25 années, notamment l'arrivée de beaucoup d'OTT, de messagerie instantanée, avec la plus emblématique qui est WhatsApp. Et pour beaucoup, à un moment donné, quand il y a une nouvelle innovation, une innovation, on va en chasser une autre. Et dans les faits, parfois c'est vrai, mais souvent il y a une coexistence des innovations. Ce qui est intéressant, c'est de se dire à un moment donné comment une innovation va me permettre d'être plus efficace par le marketing dans ma stratégie globale. Donc sélectionner le bon levier ou la bonne innovation pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc on a les OTT qui sont développés, Meta qui propose aujourd'hui au sein de WhatsApp beaucoup de solutions pour les entreprises, que ce soit des entreprises qui ont des départements marketing, mais aussi des commerces de proximité. Et enfin, le RCS, qui n'est pas le petit nouveau, en réalité, parce que le RCS a été spécifié dès 2007 par les opérateurs mobiles au sein de la GSMA, donc c'est un produit qui a été porté seulement par les opérateurs mobiles, qui a eu quelques tentatives, quelques expérimentations par le passé sur le marché, mais c'était peut-être pas le bon moment pour que ça décolle. Et en fait, le moment de renouveau pour le RCS, c'est quand Google s'est emparé du sujet, considérant qu'il y avait une opportunité pour renforcer l'expérience en termes de messaging dans l'écosystème Android. Donc le fait que Google ait identifié le RCS comme un levier d'amélioration de l'écosystème Android, ça les a amenés aussi à onboarder, à fédérer les opérateurs mobiles d'une part et les équipementiers de l'autre, donc en gros les parties prenantes de cet écosystème, pour pouvoir relancer ce nouveau standard. Le RCS aujourd'hui se développe, on a des utilisateurs actifs en France, mais la grosse nouveauté en 2024, c'est l'arrivée d'iOS 18 il y a quelques semaines, avec ce changement de posture, de position de la part d'Apple, qui pendant des années a dit jamais le RCS ne sera compatible avec les écosystèmes Apple. Or, c'est vrai que c'est un petit peu sous l'influence des Européens et de Bruxelles notamment, mais le fait est qu'aujourd'hui, iOS 18 va permettre au RCS d'être interopérable avec eMessage. Donc, techniquement, c'est faisable. Maintenant, il y a tout un travail d'onboarding des consommateurs, du provisioning des devices. Mais le pool iOS, si on se projette à 6-12 mois, c'est un pool potentiellement d'à peu près un peu plus de 8 millions de devices, parce qu'on a un écosystème qui est assez peu fragmenté sur Apple. Contrairement à Android, on a beaucoup plus de versions. Donc ça, c'est un élément assez majeur dans l'adoption du conversationnel, parce que là, on a le canal SMS avec des offres comme Time to Chat qui favorisent le conversationnel, on a un écosystème installé qui est WhatsApp, et on a un écosystème qui continue à avancer qui est RCS. Donc toutes les conditions d'un point de vue technique sont réunies pour faire davantage de conversationnel demain. Et le conversationnel, ce n'est pas que le messaging, ce sont aussi... Non, j'ai un vrai problème de zapper. C'est aussi d'autres facteurs, on va dire, associés. Le premier est autour de la data client,
qui est un élément assez critique aussi. Depuis des années, les marques comprennent qu'il y a un enjeu majeur de par leur CRM à avoir une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise de leur data. Puis il y a des éléments exogènes qui sont venus se greffer là-dessus. Un premier autour de la question de la posture de Google sur le cookie tiers et la volonté de le déprécier. Bon, les choses ont évolué depuis, néanmoins, entre-temps, les marques dans leur ensemble ont repris conscience de l'enjeu, de l'intérêt de la data first party et de l'importance de collecter de la donnée et d'être capable d'activer cette donnée. Donc cette donnée aujourd'hui, si on a un CRM qui historiquement s'est construit par couche et assez complexe, depuis quelques années on voit sur le marché arriver ce qu'on appelle des Customer Data Platform, des CDP. Ces CDP, quelque part, c'est la réponse pour arriver à faciliter le fait d'opérer son CRM, de limiter les contraintes techniques inhérentes à la data et au CRM, avec des socles techniques qui, d'une part, favorisent la manipulation de la data sans être forcément data scientist, en étant par exemple un profil marketing. Ensuite, d'être capable d'avoir accès à des leviers d'activation de la data grâce à des connecteurs sur étagère. C'est-à-dire que si demain je veux activer ma donnée en messaging par SMS ou par RCS, ou bien en push notif, ou encore à travers le réseau programmatique publicitaire, ma CDP en fait me facilite tout ça sans être dépendant des techniques. J'ai un connecteur sur étagère. Et puis, troisième point autour de la CDP, c'est la dimension customer, enfin le journée builder, la dimension customer de journée. Comment être capable d'activer ma data en multi-canal, de gérer mes séquences, de les optimiser sans que ce soit en gros un enfer à vivre. Il y a quelques années, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, on a ces outils qui sont des outils extrêmement puissants et qui sont des facilitateurs. Et le dernier point qui n'a échappé à personne, c'est l'IAGEN. Il y a encore quelques années, quand on voulait faire de la conversation en marketing, il fallait globalement imaginer des scripts, créer des arbres de décision, ça pouvait être assez complexe, assez approximatif, compliqué à maintenir. L'IAGEN, c'est là encore un facilitateur, et même plus qu'un facilitateur, c'est une solution. Aujourd'hui, on a la capacité, alors il y a du travail derrière naturellement, il y a des enjeux data très très forts, mais néanmoins, ça permet d'être capable de créer plus facilement des expériences utilisateurs sans passer par les étapes qu'on pourrait en comparaison parler un peu de bricolage, un peu complexe à manipuler et à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, quelque part, on peut dire que toutes les conditions, tous les prérequis sont réunis pour pouvoir enclencher aujourd'hui du marketing conversationnel dont on parle depuis des années. Et pourquoi ce marketing conversationnel est important et essentiel et devrait se développer dans les années prochaines? C'est que, en fait, c'est corrélé à l'expérience client. On sait aujourd'hui que les consommateurs, ils attendent quoi des marques quand elles interagissent avec eux? C'est des expériences qui soient plus personnalisées. Il y a plein de bruit sur le marché, ce qu'ils important, c'est d'avoir des messages et de l'information qui soient pertinentes, qui résonnent par rapport à leurs attentes. Et tout ça, ça va nourrir l'expérience client. Donc le conversationnel, c'est un levier essentiel pour aller améliorer cette expérience client. Et cette expérience client, elle a la valeur pour l'entreprise, parce que c'est un vecteur de génération de chiffre d'affaires de business. Les marques les plus performantes sont les marques qui ont la meilleure expérience client sur le marché. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'introduction sur la thématique. Maintenant, je vais passer la main à Fabien et Geoffrey. Merci Christophe, on peut l'applaudir. On va revenir que les conversations améliorent les autres conversions. C'est une vieille formule qu'on a depuis quelques années au sein de l'association. Alors effectivement, il est temps de découvrir plus en détail cet écosystème du marketing relationnel et conversationnel avec, je crois, un des premiers panoramas des acteurs du conversationnel qui a été fait par Geoffrey Boulakia et Fabien Andro, que j'invite à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Ça marche ou pas? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Fabien est venu de Marseille, moi je suis plus proche, mais on est tous les deux contents de vous voir ce matin et de vous présenter ce petit panorama des acteurs du conversationnel. Je pense qu'on va le faire comme ça. Et du coup, ce qu'on voulait commencer par faire avec vous ce matin, c'était partager quelques chiffres, quelques données. Je vais d'abord vous poser une question pour aller dans le sens de ça. Qui n'a pas utilisé WhatsApp depuis ce matin? Levez la main. C'est très mal. En tout cas, vous êtes très minoritaire, ce qui veut bien dire que c'est un usage totalement installé aujourd'hui d'utiliser la messagerie instantanée dès le matin et toute la journée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de cet usage personnel qui est déjà hyper installé, il y a déjà beaucoup d'interactions professionnelles, près de 1 milliard tous les jours qui sont installés dans ces entreprises et qui font qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose de totalement normal et dont on va vous parler aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est un usage qui reste, entre guillemets, en progression, on a des stats assez spectaculaires. Quand on envoie aujourd'hui un élément de messaging, on a quasiment 95% de taux d'ouverture. Quand on compare à ce que vous avez comme niveau de canaux, c'est assez spectaculaire. De la même façon, l'engagement, il est énorme aussi, 35%.
Donc là aussi, on a des canaux qui sont ultra performants. Par contre, il y a un sujet, c'est que pour s'y retrouver, et vous allez comprendre le lien avec notre panorama, il y a une multitude d'acteurs, des petits, des gros, des techniques, des orientés data, des gens qui vont vous aider sur l'humain, comment on gère de messaging, etc. Vous avez des choix technologiques à faire et c'est pas si simple. Et donc, c'était un peu l'ambition aujourd'hui de partager tout ça. Et finalement, de vous dire, ce qui nous paraît intéressant derrière tout ça, c'est que le messaging, c'est peut-être l'un des canaux, l'un des leviers qui fait réellement la transformation d'une entreprise, parce qu'elle oblige justement les gens de la com, les gens de la data, les gens de la techno à se parler. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on adore ce sujet, parce que justement, il a ce pouvoir de vraiment faire de la transfo et pas juste de dire ça dans des slides. Et donc, l'objectif de ce panorama, c'était de faire comprendre cet écosystème, de clarifier la chaîne de valeur, et Fabien va nous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on a essayé de l'orchestrer et de le catégoriser, mais en tout cas de se dire, il y a beaucoup d'acteurs, comment est-ce qu'on peut les organiser, et comment on peut vous partager finalement cet état de l'art, vous faire connaître les acteurs, et puis permettre aussi justement aussi aux acteurs de se parler, parce que finalement, on va le voir, ils sont souvent complémentaires, donc c'est en travaillant ensemble qu'ils sont performants pour vous et pour vos clients. Et puis on a donc fait l'exercice aussi, vous le verrez dans la façon dont on a orchestré les choses, de mettre en avant les aspérités, les spécificités, le périmètre géographique, la couverture fonctionnelle, donc vraiment de rentrer dans une granularité assez forte pour chacun des acteurs. Et c'est aussi pour ça, vous verrez qu'on a vraiment essayé d'être le plus large possible. On a eu une quarantaine de répondants, je crois, au total, ce qui est vraiment important pour nous et qui permet d'être représentatif du marché, à notre sens, et in fine, finalement, de vous proposer une lecture plus avisée de qui sont les acteurs sur le sujet. Donc, dans ce panorama conversationnel, l'idée était de classer les acteurs, suite au sondage que vous avez fait parvenir, en 3 catégories. D'abord, les premiers, ceux qui vont répondre aux questions principales, c'est qui s'est occupé, c'est qui, quand, combien, comment, qu'est-ce qu'on va faire avec le conversationnel. Ce sont les agences et les cabinets de conseil, les agences de conseil principalement, qui vont vous aider à mettre en place la stratégie, parce que vous verrez que devant la multiplicité des canaux, ça devient complexe de gérer de manière uniforme des canaux différents, aussi différents que le SMS, le téléphone chat, dont on parlera 2 minutes, et tout à l'heure, et le WhatsApp. Ensuite, dans le panorama conversationnel, on a les canaux, puisque évidemment, on parle aussi de canaux, c'est-à-dire que comment vous faites pour envoyer vos messages et quel canal on va envoyer. Et ensuite, on a les intégrateurs, ceux qui vont vous permettre d'envoyer ces messages, donc la gâchette. Et on a un petit peu sous-découpé un petit peu tous ces acteurs, évidemment, pour vous donner une clé de lecture sur savoir qui fait quoi, comment, et qui vous aide à faire à atteindre votre objectif. Donc c'est le moment maintenant de vous présenter donc, ce panorama qui est sous forme de chaînes qui s'imbriquent les uns avec les autres et qui, à gauche, bon, donc on vous parle du conseil, c'est-à-dire qui vous aide à mettre en place votre stratégie. Au milieu, c'est quel support permet d'atteindre cette stratégie, comment on communique avec quel canal, que ce soit Facebook, Meta, Insta, etc. Donc la galaxie Facebook, Meta. Le SES, poussé historiquement comme Christophe le disait par Google et maintenant adopté depuis quelques temps par iOS. En tout cas, on sera d'autant plus dans les prochaines semaines. Et en regard de ces 2 canaux et ces 2 cas d'usage, la nouvelle offre des opérateurs, le Time2Chat, qui permet de rendre le SMS historiquement utilisé pour être descendant beaucoup plus conversationnel sur le format un petit peu du RCS et donc du WhatsApp. Et ensuite, vous avez les partenaires pour l'intégration, où là, vous avez plusieurs types de partenaires. Vous avez d'abord ceux qui gèrent donc, la conversation entrante et sortante, le flux. Vous envoyez, vous recevez, il faut un partenaire pour le faire. Ensuite, il y a ceux qui, en plus de cette gestion, vont y intégrer une dimension de bot builder, c'est-à-dire être capable de construire vous-même le bot qui va vous permettre de gérer ces conversations, puisqu'évidemment, la conversation implique une gestion beaucoup plus rapide que dans les flux traditionnels descendants. Vous êtes obligé de répondre très rapidement. Et ensuite, il y a les acteurs qui gèrent la data, le CRM multicanal et la CDP, puisque de plus en plus, la data est au cœur, c'est de l'ordre, et c'est au cœur de toutes vos stratégies, permettre d'optimiser vos
vos data, vos conversations et donc pour optimiser vos chances d'atteindre vos objectifs. Ensuite, dans ce panorama, on a essayé d'être encore un peu plus fin, c'est-à-dire que c'est facile mais difficile à lire d'avoir un seul panorama qui présente tout. L'idée aussi, c'est donner une clé de lecture pour les marques et pour les acteurs du marché, pour essayer de comprendre qui fait quoi et à quel moment il le fait. Et donc, on a créé des tableaux et des grilles de lecture qui permettent d'aller dans le détail de ce que chacun des acteurs est capable ou pas capable de faire et savoir s'il le gère lui-même ou s'il fait appel à un canal qui est lié donc c'est un canal aussi, soit opérer le bout en bout, soit un canal qui est lié à l'offre et qui va vous permettre d'avoir une clé de lecture sur ce que votre partenaire, le partenaire que vous regardez, est capable ou pas de faire. Juste pour rassurez-vous, vous pouvez télécharger justement la tout à l'heure, donc comme c'est un peu petit, vous aurez accès beaucoup plus confortablement en quelques minutes. Et enfin, parce qu'on aime bien aussi donner du détail du détail très précis sur ce qu'est capable ou pas de faire ce sont capables ou pas de faire les acteurs, on a fait des sortes de petites battle cards qui permettent à chacun des acteurs de se présenter en fonction de ce qu'ils ont rempli eux-mêmes dans le questionnaire. Évidemment, on a juste simplement synthétisé ce que les acteurs ont répondu. Et donc, on est en capacité de dire dans quels marchés sont couverts par les acteurs, quel type de commercialisation de l'offre ils proposent, quels sont les volumes qu'ils gèrent, et enfin, qu'est-ce qui privilégie sur la manière de communiquer en termes d'avantages concurrentiels vis-à-vis du marché. Et donc, tout ça, on a détaillé sur tous les répondants au questionnaire pour que vous puissiez, vous, encore une fois, avoir le maximum d'informations sur ces sujets-là qui sont certes complexes mais indispensables dans le marché conversationnel. Donc finalement, si vous devez retenir certains éléments de cette démarche, on a été conscient en faisant l'exercice avec ces nombreux répondants, en regardant les différents acteurs, et vous avez vu les différentes façons de le présenter, il y a du jargon technique, c'est pas toujours évident de s'y repérer. Il y a des modèles complexes, même dans les modèles de tarification entre un WhatsApp, un RCS, il faut quand même que c'est pas toujours évident de s'y repérer. Donc on a vraiment aussi eu l'envie dans ce panorama que vous pourrez télécharger de simplifier le plus possible le discours, d'essayer d'uniformiser et de donner un peu de facilité pour se dire chaque terme, ça veut dire quoi, à quoi ça correspond pour chacun des acteurs, et finalement pour qu'on puisse s'y retrouver, comparer intelligemment, et à la fin pouvoir choisir et surtout se dire oui, le conversation c'est un usage qui est très répandu, je l'ai dit tout à l'heure, mais parfois on peut avoir un peu peur en regardant tout ce jargon en disant là c'est compliqué, je comprends pas les tarifs. J'ai encore un client qui récemment me disait je ne sais pas ce que je vais dépenser si je fais cette opération, comment je fais? Et donc on a le devoir entre guillemets d'essayer d'aider les uns et les autres à comprendre tout ça pour avoir envie de s'y lancer pour les raisons de performance qu'on a vu tout à l'heure, mais donc ça réclame entre guillemets cette pédagogie. Et c'est vraiment aussi ça qu'on a voulu faire en se disant finalement le GT son job d'évangélisation c'est pas seulement de vous dire c'est formidable, mais c'est vous aider à vous repérer, de continuer à faire de la pédagogie, de répondre à des questions, et finalement dans cette logique de vulgarisation qui nous paraît hyper importante. Et surtout probablement parce que, et c'est humain et normal, toutes les solutions, tous les acteurs, ils ont envie de dire qu'ils savent faire plein de choses. Et vous pouvez avoir parfois l'impression que tout le monde fait tout. Alors oui, certains font beaucoup de choses, mais qui fait très bien quoi pour votre périmètre, pour votre géographie, c'est ça qu'on a aussi eu envie de vous dire aujourd'hui, et que vous allez retrouver dans notre panorama. Donc c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée aussi, d'être dans cette logique de pédagogie et de vulgarisation, pour vous donner envie d'y aller par contre, parce qu'il y a qu'une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que si vous ne sortez pas ce matin en ayant envie de faire de soirée, c'est qu'on n'a pas fait notre job. Et donc les prochaines étapes et rendez-vous, hyper important de voir aussi que ce marché, Christophe l'a dit tout à l'heure, il est en ébullition, il continue de beaucoup évoluer. Je ne reviens pas sur la montée en charge des nouveaux canaux trop longtemps. Oui, le RCS avec Apple va changer de dimension à la fin de l'année. Alors on ne sait pas exactement dans quelle mesure, si ce sera du peer-to-peer ou si ce sera un petit peu plus global. Mais en tout cas, ça va changer la donne et ça va donner envie aux uns et aux autres de lever cette objection de dire je ne suis pas accessible à X millions de devices. Il y a des nouveautés qui sortent toutes les semaines chez Meta, dont par exemple WhatsApp Channel qui prend vraiment la mesure aussi d'autres enjeux de communication et d'un peu plus de logique de diversité dans la façon de délivrer les informations. Et puis tu as une chose dont on a parlé tout à l'heure,
Donc finalement, c'est aussi ce marché, et c'est pour ça qu'on doit rester dans la pédagogie. Ça change tout le temps, mais cependant, il n'y a que des nouveautés qui sont des occasions de performer et de faire les choses différentes. Et puis, on a aussi dans cette logique du groupe de travail une mise à jour qui sera faite de la cartographie que vous allez pouvoir récupérer dans quelques instants. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion de répondre ou qui ont envie de référer, vous êtes les bienvenus. Le dernier rendez-vous, on en a parlé tout à l'heure, le conversionnel va continuer sa route au sein de l'Alliance Digitale et aura un moment spécifique lors du forum dont parlait Arthur tout à l'heure. Donc voilà, vraiment encore une fois, plein de prochains rendez-vous. Et n'hésitez pas aussi en lisant le panorama qu'on vous invite à consulter. Je crois que du coup c'est la slide d'après pour le télécharger, à nous faire des remontées, nous faire du feedback, ce qui vous a manqué, ce qui vous a paru peut-être assez bien ou à l'inverse trop imprécis, pour qu'on puisse l'embosser, on est là pour ça aussi. Je crois qu'on, à part vous laisser prendre le temps de télécharger, on en a terminé avec Fabien, et on va laisser la place aux prochaines étapes. Et on peut les applaudir. Merci Fabien pour ce panorama, pour découvrir tous les acteurs du conversationnel. Alors, je vois que vous êtes encore en train de flasher ce QR code. Je ne sais pas si on peut, Louise, agrandir peut-être le QR code pour toutes les personnes qui sont au fond de la salle. Et vous pourrez évidemment le retrouver sur le site alliancedigitale.org dans la section publication des ce midi, très probablement. Alors, vous avez entendu parler de beaucoup de solutions ce matin. Hein. On a parlé de Tap2Chat, de WhatsApp, Business, de RCS. On va rentrer plus dans le détail avec 3 use cases. Et on va démarrer par un premier use case Tap2Chat avec Pierre Garry, country manager de 5.com, et moi avec elle de Chapelle-Gini, CEO de Curcol. Bonjour Pierre, bonjour. Tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Geoffrey, Fabien pour l'introduction, merci Jérôme pour l'accueil. Donc on a le plaisir effectivement de se présenter devant vous ce matin avec Mohamed, l'un de nos partenaires, pour parler un petit peu de l'expérience client, plus précisément patient, et l'usage du Tap2Chat dans la santé. Merci. Donc rapidement, pour présenter CN, donc historiquement nous sommes un agrégateur télécom originaire du SMS, et puis plus récemment avec l'évolution des canaux et des plateformes dont on parlait à l'introduction, Christophe, Fabien et Geoffrey, nous avons ajouté bien évidemment des plateformes comme WhatsApp, RCS Messenger, Telegram, Viber et peut-être de nouveau non pas nouveau, mais qui reviendra sur le marché Apple Business Chat en 2025, voir comment le marché évolue. Au-delà de l'agrégat de canaux de messagerie, CM, c'est aussi un éditeur de logiciels. On en parlait tout à l'heure, nous avons intégré une technologie de bot, scripté, chatbot avec du machine learning, de l'IA générative, un outil de centralisation de ces canaux sur la partie relation client, et un outil de marketing pour la construction de campagne, que ce soit SMS ou WhatsApp, mais aussi le stockage des données dont parlait Christophe tout à l'heure. Donc assez parlé de nous. Mohamed, je vais te laisser te présenter, et puis on va voir un petit peu, à travers quelques slides, la manière dont Curcol est arrivé sur le marché, a intégré les canaux de messagerie, et aujourd'hui on travaille ensemble pour améliorer l'expérience patient. Merci bien. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Abouchaveni, je suis fondateur de Curcol. Alors Curcol est une CEPAS santé HDS qui est dédiée à aider les organisations médicales, donc hôpitaux, centres de soins, à automatiser le suivi de leurs patients et l'information patients. Je pense que chacun d'entre vous a dû déjà faire l'expérience de la santé en France. Pour ceux, par exemple, qui se sont déjà fait opérer en ambulatoire, on vous remet une sorte de gros dossier patient dans lequel vous avez pas mal de consignes à suivre. Faire votre douche à la bétadine la veille, être à jeun et ainsi de suite. Et souvent, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez toujours une infirmière qui va vous contacter pour savoir si vous avez des douleurs, des nausées, des complications, et ainsi de suite. Ça, il faut savoir que ce sont des enjeux médico-légaux qui sont très importants en France et particulièrement aujourd'hui qui coûtent très très cher à notre système de santé. Parce qu'en moyenne, il faut savoir qu'un patient, vous avez à peu près un patient sur deux qui est inobservant, donc qui ne respecte pas correctement ses consignes. Donc quand vous arrivez par exemple pour votre opération, vous allez avoir le bloc qui est annulé. Donc ça, en moyenne, ça peut être entre 1 500 voire 3 000 euros finalement pour un hôpital de perdu sur une matinée. Au-delà de ça, la question d'inobservance va aussi porter sur les maladies chroniques des patients, par exemple, qui respectent mal leur traitement avec des complications et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les organisations médicales, les acteurs de la santé
ont de plus en plus ce devoir et cette obligation finalement de résultat d'optimiser ce qu'on pourrait appeler le CareOps. Donc, ce sont les opérations de soins optimisées. Et c'est là où on intervient, on leur permet de protocoliser, d'automatiser toutes leurs interactions et leurs besoins de suivi, finalement, à distance, par SMS. Il faut savoir que la HAS, depuis pas mal de temps, a élargi justement les modes de contact au SMS et à d'autres moyens conversationnels, avec cette idée pour nous aujourd'hui, en tant que, je dirais, start-up et particulièrement leader du CPS Santé, c'est de réinventer l'expérience du portail patient. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir deux enjeux. Le premier enjeu dont je parlais tout à l'heure, qui est un enjeu de santé publique, d'organisation des soins, d'optimisation des organisations médicales. Vous allez avoir aussi aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'Eldorado, quelque part, de la télésurveillance. Vous allez avoir, pardon, je suis désolé, je sors d'un Covid, donc si je renifle, ce n'est pas par impolitesse, mais c'est plutôt parce que par lutte avec une fin de Covid. Vous allez avoir tous ces acteurs éditeurs de logiciels, néo-éditeurs et ainsi de suite, qui vont se lancer justement, je dirais, dans cette course à la télésurveillance pour aller obtenir du remboursement. Ils vont avoir entre guillemets deux enjeux. Un, premièrement, c'est la granularité et l'importance des données qu'ils vont collecter dans le cadre de ce suivi pour montrer l'efficience de leur solution. Et deuxième élément, forcément, comme toute entreprise, ils vont avoir aussi des enjeux d'optimisation de leurs dépenses. Et c'est là également où on intervient, on réinvente littéralement l'expérience portail patient, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on dit nous, c'est adieu au portail web, adieu aux applications santé et ainsi de suite, bienvenue au conversationnel, parce qu'on est capable d'offrir les deux, à savoir une sorte d'équivalent de Bubble pour la santé, dans laquelle vous pouvez en quelques clics construire une expérience santé conversationnelle. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les hôpitaux. Pour vous partager une confidence, en moyenne, un hôpital qui achète en général, qui souscrit à Curcol, en une année, il se retrouve finalement à étendre à plus de 6 services, 6 services de santé, alors qu'il a commencé simplement avec une spécialité. Donc forcément, vous imaginez pour une CPS et ainsi de suite, en termes de retour sur investissement pour nous, c'est hyper important parce qu'on peut multiplier jusqu'à 6 une facturation une année sur ce type d'expérience. Et deuxième élément, on va être également, je dirais, un peu comme une sorte de mail type, on va apporter finalement des templates d'expérience clés en main pour pouvoir les inspirer. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la santé, vous avez des cadres de santé, des infirmières, des soignants et ainsi de suite qui sont saturés, qui entre guillemets ont eu comme mission, plutôt comme envie de soigner les gens, mais pas forcément de réfléchir à tous ces problèmes, je dirais, de CareOps. Et c'est là où on intervient, nous, avec des expériences clés en main sur lesquelles on intervient. Et on va parler justement de quelques résultats que nous avons obtenus. Donc si on résume, Mohamed, sur la partie besoin, il y a bénéficiaire côté patient, côté personnel médical et côté structure médicalisée. Tout à fait. Donc là, on rentre dans l'ère de justement ce qu'on pourrait appeler de patient-consommateur. Et vous voyez très bien, les plateformes de prise de rendez-vous médical ont changé la donne parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un peu un phénomène, les patients de passage ou les patients nomades. Vous prenez le premier rendez-vous disponible. Là, vous allez voir une ophtalmologue et on vous dit, probablement, vous avez peut-être des prédispositions au glaucome. Et là, vous devez être suivi. Sauf que vous passez votre vie à aller chercher le premier ophtalmologue disponible. Et c'est là où il y a de vrais enjeux, justement, pour ces structures, pour pouvoir vous capter, également vous faire revenir et vous suivre, justement, médicalement, comme il faut. Au-delà de ça, il y a aussi un besoin de gain de temps, Pierre. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'une infirmière, dans un hôpital, dédie 2 à 3 heures de son temps au téléphone. Et c'est là où, justement, on va parler des résultats qu'on a obtenus en supprimant sur 5. Puisque, historiquement, tu avais commencé avec la notification SMS, ouais. Avant de faire du conversationnel. Donc, si tu veux reprendre un petit peu, justement, cette démarche à la fois technique et opérationnelle qui t'a amené, justement, à chercher des moyens un petit peu plus riches pour échanger. Effectivement, Pierre. Initialement, on a commencé, nous, sur les maladies chroniques et sur les programmes d'éducation thérapeutique. Donc, qui consiste tout simplement à éduquer un patient, à lui expliquer en quoi consiste sa pathologie, comment prendre son traitement, et ainsi de suite, avec tout simplement des workflows qui envoient de l'information au patient, avec des petites vidéos dans des liens, de l'information par SMS, des rappels de prise de rendez-vous. Et là-dessus, on a eu la chance, nous, très très tôt, d'avoir commencé justement avec Point Vision, qui est sans doute l'une des entreprises médicales les plus avancées en termes d'optimisation. Et en remontant la filière de l'ophtalmologie, on est arrivé dans le monde hospitalier. Et en clair, en faisant ce parcours-là, on s'est rendu compte que c'était une bénédiction finalement pour les sociétés savantes qui avaient, entre guillemets, beaucoup de programmes d'information, de sensibilisation. Et ce qui ressortait, c'est qu'elles nous disaient qu'elles avaient beau à mettre en place des sites web, des applications, ainsi de suite, les patients continuaient à appeler les associations de patients, les hôpitaux, et ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment un besoin de conversationnel. Et c'est là où on est arrivé au conversationnel et également à la question de ce qu'on pourrait appeler le CareOps, dans lequel aujourd'hui, les soignants ont besoin de gagner du temps. Et en plus, comme vous le savez, on va rentrer dans une ère justement d'optimisation des coûts budgétaires, et particulièrement c'est le programme de santé publique. C'est là où on intervient comme étant une solution qui permettrait globalement d'économiser à une infirmière par semaine l'équivalent de 6 heures de temps paramédical. Et donc, on va en parler la contribution pour la structure, la contribution pour les finances publiques, sujet d'actualité, et la contribution avant tout pour le patient.
Donc, est-ce que tu peux nous reprendre un petit peu aussi l'expérience initiale et celle qu'elle est devenue avec le conversationnel et ton outil de construction aussi? Alors initialement, on a commencé par le glaucome. Donc pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, donc le glaucome est une maladie ophtalmologique qui est entre guillemets la deuxième source de cécité en France et surtout qui est une pathologie qui est asymptomatique. Donc c'est-à-dire que les patients n'ont aucun symptôme jusqu'au moment où ils commencent à perdre la vue. Donc ce qui est un vrai problème de prise en charge parce que la majorité ne se rendent pas compte, sont très mal diagnostiqués, sont très mal accompagnés. Donc sur cette pathologie-là, l'observance n'est pas un luxe. Alors autant sur d'autres pathologies, en général, on se dit bon, le patient n'est pas observant, c'est pas grave, on rattrapera et ainsi de suite. Là, finalement, un patient pour notre système de santé qui perd la vue coûte 17 fois plus cher finalement qu'un patient pris en charge et dans laquelle on investit des moyens pour pouvoir améliorer l'observance. Donc sur cette pathologie-là, justement essentielle, sur laquelle il y a un besoin vital, un besoin, je dirais, urgent, le parcours consistait tout simplement à mesurer l'observance des patients via une expérience conversationnelle, un chatbot qu'on appelle le score Morisky, qui permet en 8 questions de connaître en clair les difficultés liées à l'observance du patient. Est-ce qu'il rencontre des difficultés? Est-ce qu'il oublie de prendre son traitement? Un certain nombre de questions aujourd'hui qui sont dans la littérature scientifique validées. À partir de là, ça sort un score. Et le système est capable de proposer un accompagnement personnalisé au patient en fonction des rappels, des petites vidéos et ainsi de suite qui vont venir l'aider sans indication thérapeutique. Ce qui permet finalement, dans l'objectif de données de vie réelle, c'est-à-dire d'aller capter ces données en dehors de la prise en charge, en dehors de la structure médicale, aux professionnels de santé, quand le patient revient en consultation, d'avoir finalement une cartographie du comportement en vie réelle vis-à-vis de l'observance de son traitement, de sa qualité de vie du patient. Donc en résumé, l'impact finalement du conversationnel sur SMS Time to Chat dans ton activité, elle est quand même assez marquée et marquante. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, globalement, en termes de résultats, c'est que pour un centre hospitalier, on supprime 4 appels sur 5. Dans le cas de la prise de charge ambulatoire, après, il faut savoir, alors, je ne l'ai pas dit initialement, mais vous savez très bien que depuis à peu près une dizaine d'années, donc on pousse les hôpitaux à augmenter la proportion de chirurgie en ambulatoire, particulièrement avec l'évolution de la médecine aujourd'hui. Vous allez avoir de plus en plus de chirurgies qui sont prises en ambulatoire pour faire des économies de lits et ainsi de suite. Donc on leur demande d'atteindre le ratio de 80% de chirurgie en ambulatoire. Donc qui dit chirurgie en ambulatoire dit besoin de suivi en dehors des murs de l'hôpital. Donc qui dit avoir plus de ressources de personnes qui vont suivre à distance les patients. C'est là où on intervient finalement, on permet à une infirmière de supprimer 4 appels sur 5 parce que dans 80% des cas, il n'y a pas trop de problèmes. Et ça, on le sait parce qu'il y a un protocole conversationnel qui permet à ce que vous ayez des douleurs, des nausées, des complications et ainsi de suite. Donc on récolte toutes ces données-là, ce qui permet à l'hôpital d'avoir un tableau de bord actionnable, de savoir, d'aller sélectionner finalement dans une tour de contrôle les patients appelés avec lesquels il faut interagir humainement, donc le fameux CAROPS. On a également une amélioration de l'observance et de la perception des soins. De façon très surprenante, sur certains hôpitaux, en 3 mois, on a une augmentation de 25% des avis Google positifs. Voilà, simplement, à un moment, on mesure leur satisfaction. Toutes les insatisfactions sont remontées par SMS automatiquement dans le logiciel au service qualité. Donc, ça permet d'offrir une voie de frustration, d'expression finalement aux patients. Et d'ailleurs, vous verrez, faites le test, allez voir sur le Google des hôpitaux, la majorité des avis négatifs sont liés aux urgences. C'est-à-dire, on sort de là, on a une frustration, et comme on ne sait pas où s'exprimer, ben finalement, on va s'exprimer sur finalement les outils les plus disponibles. Et c'est là où on intervient finalement, on offre une voie d'expression et de cette frustration aux patients qui permet d'améliorer la perception des soins de l'établissement de santé. Et enfin, pour ne pas finir, alors je vous ai mis un petit rapport obtenu. C'est simplement pour vous expliquer dans le cadre de ces prises en charge en dehors de l'hôpital, que ce soit donc en ambulatoire, hospitalisation à domicile, oncologie à distance, les hôpitaux se font auditer tous les 4 ans, tout simplement parce que lorsqu'il y a des anomalies, lorsqu'il y a des complications, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les médiations médico-légales, c'est l'État qui paye. Donc l'État impose certains critères de qualité et de sécurisation des soins. Et donc c'est la fameuse certification HAS qui a lieu tous les 4 ans. Nous, en clair, globalement, ce qu'on fait, cette certification est très douloureuse pour les hôpitaux parce que comme ils n'ont pas toujours toutes les traçabilités à l'époque, en clair, globalement, on se dit il y a 4 ans que j'avais appelé ce patient, on n'a pas tout noté et ainsi de suite. Là, vous avez une traçabilité de tout ce qui s'est dit, de toutes les réponses des patients, tout le redatage et ainsi de suite. Donc, on permet aux hôpitaux aujourd'hui 2 choses. On simplifie drastiquement ce processus de certification avec une granularité d'informations qu'ils n'avaient pas avant, donc améliorer leur notation. Et deuxième élément, on améliore leur IFAC, donc la fameuse incitation financière, parce que l'État donne une dotation aux hôpitaux qui mettent en place des procédures d'amélioration de la sécurité des soins et ainsi de suite. Donc pour résumer, quelques résultats, et vous l'aurez compris, qui ne sont pas uniquement techniques, opérationnels ou budgétaires, mais qui sont bien plus larges que ça. Donc on a un retour du patient, beaucoup plus important, une augmentation des retours, des réponses. On a aussi une baisse au niveau des complications, parce que le suivi est mieux opéré, et avec toutes les bonnes raisons que Mohamed vous a présentées ce matin.
économie de temps, donc opérationnelle. Et quand on a une économie de temps sur les équipes d'une structure médicalisée, ça veut dire que le temps est dédié et dédiable aux patients. Et l'augmentation des avis positifs. On n'est pas sur un site e-commerce, on n'est pas sur un point retail, mais ça compte. Et c'est peut-être même plus important finalement que dans un but lucratif. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hôpitaux, en clair, ils dédient de plus en plus de budget, de plus en plus de volonté à ces solutions, parce qu'ils ont aussi de plus en plus de problèmes d'attractivité des soignants. Pour la simple raison, quand vous êtes infirmière, vous n'avez pas signé, vous n'avez pas vocation finalement à vous transformer en standardiste et à passer votre journée au téléphone. Et c'est là où également, finalement, avec certains gros hôpitaux et institutions médicales, on réinvente littéralement également justement l'expérience et le métier finalement de certains métiers médicaux dédiés à ces suivis-là. Merci Mohamed. Merci à vous. Merci Mohamed, merci Pierre. Merci pour la présentation de ce beau cas qui, si je comprends bien, va plaire à Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, hein, qui va améliorer à la fois l'expérience patient, l'expérience employée et puis globalement les finances publiques. On passe à notre second cas autour de WhatsApp et on réinvite Geoffrey Boulaki à nous rejoindre sur scène. On le rappelle, un fondateur et CEO de MessagingMe en compagnie de Karine Bruer de Camping Car Park. Bonjour à tous les deux, sous vos applaudissements. Bonjour Karine. À tout de suite. Bonjour. Rebonjour. Merci Karine d'être là déjà. Avec plaisir. Tu nous viens d'un peu plus loin que d'habitude pour les gens qui sont là, de Pornic plus précisément, qui est le port d'attache de Camping Car Park. Oui, tout à fait. Moi, je suis hyper content qu'on puisse présenter ça ce matin parce que finalement, vous êtes une marque et tu vas nous en parler un petit peu, très attachée finalement au fait de discuter avec ses clients, très proche, très dans l'interaction avec eux pour faire découvrir vos services. Et donc finalement, c'est pour ça que quand on a commencé à discuter des possibilités du conversationnel, assez vite WhatsApp s'est immiscé dans la discussion. Je me souviens que quand on t'avait dit les 49 millions de gens qui l'utilisent tous les jours ou presque en France, tu as été très sensible à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement d'abord qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas toujours si connu grand public malgré beaucoup de gens qui utilisent vos services, et puis pourquoi vous avez été tenté de vous lancer sur ce canal innovant? Ok. Donc bonjour à tous, Karine Bruer. Je travaille chez Camping Car Park depuis presque 7 ans maintenant. Donc effectivement, je fus parisienne pendant 25 ans et je me suis enfuie. C'est bien. Je suis arrivée à Pornic un peu par hasard. C'était pas un choix délibéré. J'ai rencontré mes patrons là aussi tout à fait par hasard. Et pour le coup, leur métier, c'est les aires pour camping-car. Alors c'est pas un métier très courant, c'est même un métier très atypique. On est à peu près les seuls à le faire aujourd'hui. C'est un univers qui est assez incroyable. À la base, ça m'excitait pas plus que ça le camping-car. Et finalement, nos clients sont extraordinaires. Ils sont passionnés, ils sont incroyable. Comme tout passionné, quand il y a un couac, forcément, il n'est pas content, surtout quand c'est le moment où il exécute sa passion. En plus, ils ont le temps de se rendre compte que ça ne se passe pas bien, parce qu'ils sont retraités pour la grande majorité. Donc, on est face à des clients qui ont un camping-car, qui leur a coûté beaucoup d'argent, qu'ils ont envie d'emmener le plus loin possible et le plus souvent possible. Et ils ont donc pour ça, grâce à Camping Car Park, l'option d'aller sur plus de 500 aires qui sont ouvertes aujourd'hui. On en a une centaine dans le pipe et notre objectif d'ici 3 ans, c'est d'en avoir plus de 1000. On a aujourd'hui 950 000 clients, dont à peu près 30% d'étrangers. Et on clôture notre exercice à 26 millions d'euros. On est sur un business, encore une fois, qui est tout à fait atypique parce qu'on n'a personne sur les aires. C'est-à-dire que quand nos clients sont sur le terrain, eh bien, nous ne sommes physiquement pas là. Parce qu'une aire pour camping-car, c'est ni plus ni moins un parking. Alors, avec certes des aménagements qui permettent à un camping-cariste de gérer son camping-car, donc notamment de faire ses services. Mais c'est vrai que dans les faits, il est tout seul face à lui-même et face aux éventuelles problématiques qu'il va rencontrer. Et ce il, redis-nous, c'est qui les clients de Camping Car Park, le profil type? Alors on en a deux, nous. Hein. On a un profil un peu de marketplace, parce que notre premier client, c'est la collectivité qui veut se doter d'une aire pour camping-car pour accueillir mieux les camping-caristes et s'assurer que ils auront un service qui va bien. Et puis de l'autre côté, on a le camping-cariste, donc le client B2C, qui lui cherche une solution pour stationner son grand camping-car. C'est grand, hein, je ne sais pas si vous en avez déjà conduit, mais ça fait entre, les plus petits sont à 6 mètres, 6 mètres 50, et puis il y en a des très grands qui ont un format de bus. Hein. Donc il faut pouvoir les garer, on ne se met pas en ville n'importe où avec un camping-car. Donc pour une collectivité, notamment pour une collectivité proche
d'un centre d'intérêt particulier comme la mer, la montagne ou autre, c'est très important de pouvoir accueillir un camping-car à n'importe quel moment de l'année. Et c'est ça qui nous distingue en particulier des campings. C'est que d'une part, on est beaucoup moins cher qu'un camping, puisqu'il n'y a pas de piscine, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de, comment dirais-je, de restaurant ou autre sur l'aire de camping-car. Donc on est beaucoup moins cher, certes, mais surtout, on est ouvert toute l'année. Et ça, c'est un élément extrêmement différenciant pour un camping-cariste, parce qu'en moyenne, ils sortent leur camping-car 70 jours par an. Donc 70 jours par an, voilà. Donc quand ils arrivent sur l'air, ils ont besoin de nous joindre parfois, parce que ça ne se passe pas toujours très simplement. On est d'ailleurs dans une très grande démarche de simplification. Et dans les choses qu'on voulait, c'était vraiment de simplifier la manière dont nos clients peuvent nous contacter. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? Le service client, redis-nous, c'est assez spectaculaire. Ouais, on est ouvert 7 jours sur 7 et on est ouvert de 8h à 23h tous les jours toute l'année, y compris le 25 décembre et autres dates du genre. Mais on est aussi ouvert de 7h à minuit en été pendant les 2 mois d'été où là on a vraiment beaucoup de monde. Évidemment, on est sur un gros business de saisonnalité. Enfin, le fait est qu'on a du monde toute l'année. Et donc, du coup, quand on t'écoute, on s'aperçoit que finalement, le lien entre ce monde physique, où vous n'êtes pas forcément, et puis vous, ce que vous apportez comme service, c'est hyper important. Pourquoi est-ce que finalement, vous vous êtes dit, avec ces clients qui sont plutôt des clients seniors, comme tu me le disais, je me rappelle au début, vous vous êtes dit, tiens, finalement, WhatsApp, c'est une solution qui nous va bien. Pourquoi finalement, ça va résoudre un certain nombre de choses que vous n'arrivez pas à résoudre sur les autres canaux? Alors, moi, c'est une analyse de comportement en fait, qui m'a amené à WhatsApp. Tous les gens que je connais qui ont mon âge, plus et plus. Nos clients, ils ont entre 60 et 70 ans à peu près. Hein. Donc, ils sont un peu plus âgés que moi. En fait, tout le monde utilise WhatsApp. Aujourd'hui, la pénétration chez les seniors est de l'ordre de 89%. Donc, WhatsApp, en fait, c'est un vrai ami pour tous les jours et notamment pour contacter sa famille, ses petits-enfants, ses enfants. On parle sur WhatsApp très facilement et tout le monde. Et un camping-cariste, il n'est pas différent des autres. Il est même beaucoup plus mobile que les autres. Donc, son téléphone, il en est très proche toute la journée. Et WhatsApp, pour moi, c'était un moyen d'être dans son téléphone de manière très visible et auprès des gens qu'il aime, puisque c'est souvent ses proches qu'il a sur WhatsApp. Et côté production, qu'est-ce qui t'a séduit? Alors, je me souviens, c'était un des éléments qu'on a montré d'un point de vue technique aussi, avec l'aide de notre partenaire Message Plus, qui est de pouvoir finalement gérer les choses de manière asynchrone. En quoi ça, c'est hyper impactant pour tes équipes? Alors, nous, encore une fois, les clients ont besoin de nous joindre pour soit des renseignements, donc ils veulent savoir un peu comment ça fonctionne, comment telle ou telle chose fonctionne, si ça coûte cher, pas cher, enfin peu importe. Ils ont besoin de nous contacter soit pour des renseignements, soit pour de l'assistance immédiate. Sur de l'assistance immédiate, très souvent, la téléphonie va être plus pratique. S'ils sont coincés derrière une barrière, par exemple, voilà, ils ont besoin d'avoir une réponse assez rapide. Alors là-dessus, on n'a pas encore avancé, mais ça fait partie des choses qu'on a clairement en tête. Nous, l'idée, c'est de mettre évidemment l'IA générative dedans, parce que tout notre système d'information est capable de renvoyer l'information au client sans même qu'il ait besoin de parler à un agent. S'il est coincé derrière une barrière, on sait pourquoi en général. Soit il n'a pas assez avancé son camping-car, soit son compte n'est pas alimenté suffisamment. Enfin bref, on sait pourquoi la barrière ne se lève pas, sinon on la lèverait. Et donc, du coup, l'IA générative serait tout à fait capable de dire au client, tiens, celui-là, il est en train de me contacter, mais en fait, je vois qu'il est derrière une barrière et qu'il n'arrive pas à l'ouvrir. Tiens, je veux dire qu'il faut juste qu'il recherche son compte. Je n'ai pas besoin d'un agent pour faire ça, en fait. L'agent, il a bien plus de pertinence pour faire des tas d'autres choses, mais pas ça. Ça, c'est très simple. Et il y en a plein comme ça, des idées pour nous. Il n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi. Oui, il n'a peut-être juste pas le bon mot de passe. Très bien, on va lui renvoyer le mot de passe. Des petites choses toutes bêtes, en fait, qui génèrent des appels aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, de l'insatisfaction. Nous, c'est ce qu'on veut gommer au maximum. Hein. On veut que notre système soit, encore une fois, le plus simple, le plus fluide possible pour que les clients puissent rentrer, sortir à leur guise. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être coincé derrière une barrière qui ne se lève pas. C'est exaspérant. Donc, le côté asynchrone de WhatsApp nous permet de résoudre pas mal de choses. Pas tout, mais nous permet de résoudre pas mal de choses. Et nos clients sont hyper satisfaits. Alors, on y viendra, je suppose. Mais Oui, et du coup, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les modalités de ce pilote qui est en place? Comment vous êtes décidé? C'était assez intéressant, même le processus de décision très collégial, et puis ensuite avec un vrai pari de votre nouvelle CEO. Et puis aussi le côté un peu Fast and Furious, on a sorti ça en 3-4 jours, et en plus en 4 langues tout de suite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les modalités de ce pilote? C'est vrai que chez Camping Car Park, on est assez réactif. On aime bien quand on a une idée, on aime bien la mettre en place rapidement. C'est pas parce qu'on est à Pornic qu'on va s'endormir non plus. On a la mer, ça nous réveille. Mais en l'occurrence, oui, quand j'ai proposé l'idée à Audrey, la nouvelle CEO, elle a tout de suite adhéré à l'idée. Elle trouvait ça absolument génial. L'idée d'avoir un autre canal conversationnel pour nos clients au-delà du téléphone, de l'email, etc.
Donc on s'est lancé très très vite. On a rencontré assez rapidement Geoffrey, Benoît, Elliot pour mettre en place l'arbre. Là aussi, on connaît suffisamment bien les questions de nos clients pour relativement bien les anticiper, même si on a fait des erreurs. Hein. On s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas ajustées nécessairement par rapport à ce qu'ils attendaient ou à la nature des questions qu'ils nous posaient. Mais oui, ça s'est fait en quelques semaines, en plein été en plus, donc pour nous, vraiment clairement pas la meilleure période. On l'a lancé fin août, qui est la période où on perd nos saisonniers, parce qu'en général, ils retournent à l'école début septembre, donc ils ont besoin un peu de vacances quand même. Donc l'équipe s'est retrouvée avec du WhatsApp, et en fait, de manière assez extraordinaire, l'appétence, y compris des agents, a été immédiate. Mais alors, là où c'était le plus extraordinaire, c'était vis-à-vis des clients. On a lancé WhatsApp dans la minute qui suivait, mais la minute, hein, je n'ai pas sonné le gong de la minute, on avait la première question WhatsApp. Et ça c'était fou, parce que en fait, moi je me rappelle, ça m'a scotché dans le sens où on l'a lancé sans communication. On a d'abord installé le sticky button sur le site, et en fait, il y a eu quasiment 150 conversations dans l'après-midi. On a même été un peu obligé de couper le temps que vous appréhendiez un petit peu le flux et que les agents s'habituent. Mais en fait, une des questions qu'on s'était posée avec toi et Audrey, c'était est-ce qu'il y aurait de l'intérêt? La réponse, elle a été immédiate, et ça, c'est assez incroyable. Et l'autre truc qui était assez étonnant, c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui finalement commençaient à vous poser même des questions qui n'étaient pas forcément que de l'ordre de l'expérience client, et pour mieux vous connaître, parce que finalement, quand il y a un bouton WhatsApp sur un site, ce qui se passe sur le site m'intéresse un peu moins, parce que j'ai l'occasion de parler avec la marque. Et donc, c'est une super opportunité pour vous de connaître vos clients. Ou de pas chercher. Mais donc, on voit bien que la fainéantise, entre guillemets, potentielle est une vraie opportunité pour vous de discuter avec les gens et de comprendre finalement ce qu'ils ont envie de vous demander. Nous, l'idée, c'est pas forcément de basculer toutes les conversations sur WhatsApp et pas non plus sur l'IA générative, c'est plutôt de donner à chacun le canal qui lui convient. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que ça convenait particulièrement à nos clients étrangers. Je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient de l'ordre de 30% en séjour sur les airs. En revanche, sur WhatsApp, on est à 60-65%, avec une très forte présence des Espagnols, des Allemands, etc. Donc ça, c'est génial pour nous, parce que c'est une manière vraiment de les capter, de les récupérer, même parfois. Parce qu'ils n'osent pas forcément appeler, pour diverses raisons. Ils ont peur d'appeler, alors que m'envoyer un WhatsApp, au pire, ils n'ont pas de réponse, c'est pas très grave. Et s'ils l'ont, peut-être pas dans leur langue, mais au pire, ils peuvent la traduire. D'ailleurs, j'avais une dame, parce que j'en ai traité un peu pour le sport, une dame qui parlait, qui était néerlandaise. Bon, j'avais personne sous la main en néerlandais. Pas grave. Elle prenait un DeepL ou un Google Trad de son côté. Moi, pareil, parce que c'était avant que Message Plus puisse traduire, mais maintenant, ça y est. Donc voilà, on était vraiment dans une relation où chacune faisait son petit effort pour réussir à se parler. On aurait été au téléphone. Objectivement, c'était pas impossible, mais pas très loin d'être impossible. En tous les cas, on aurait été très inquiètes l'une comme l'autre. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelques résultats, du coup, à part après ce mois et demi, 2 mois maintenant de pilote, celui qui peut-être te paraît le plus important? Ouais, moi, ce qui m'a sidéré, c'est vraiment la satisfaction client. Et quand on traite les conversations, on s'en rend compte, les gens sont hyper contents de parler par un canal comme WhatsApp. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, ça m'a bluffé. T'as mis 4,4 sur le mois de septembre, et t'es à 4,7. Autant pour moi. Moi, ce que j'ai trouvé d'autant plus agréable, c'est de voir à quel point certains agents sont hyper enthousiastes à l'idée de travailler sur WhatsApp. Dès le premier jour, il y en a un qui m'a dit ah non, mais moi, je vais faire que du WhatsApp, hein, c'est sûr. Hein. Je vais faire que du WhatsApp, c'est trop bien. Et il y en a plusieurs comme ça qui sont vraiment emballés. Alors, comme d'habitude, on a mis toujours un peu la charrue avant les bœufs, mais ça nous ressemble un peu. L'idée, c'était de voir un petit peu ce qui ressortait de WhatsApp d'une manière générale. Ce qui ressort, c'est que on avait anticipé une réorganisation de l'équipe, et clairement, elle sera particulièrement adaptée avec l'arrivée de WhatsApp. Et donc, on aura un pôle digital qui sera plus spécifiquement sur ces faisceaux-là, parce que ceux qui aiment le WhatsApp aiment vraiment le WhatsApp, ceux qui aiment le téléphone aiment vraiment le téléphone. Et donc, l'idée, c'est pas d'obliger les uns à faire le travail de l'autre, mais plutôt d'identifier ceux qui adorent faire l'un ou faire l'autre, et de leur laisser la chance de pouvoir le travailler. Puis pour nous, les next steps, clairement, oui, alors, le taux de feedback, effectivement, il est très bon. On a 28% des clients qui mettent une note, donc c'est beaucoup. Tu l'as mentionné tout à l'heure, mais on a été obligé de clairement bloquer le canal, parce qu'on était, encore une fois, pas suffisamment prêt en termes d'orga pour avoir un tel volume de conversation. Donc, je passais mes journées à ouvrir, fermer dès que ça s'engluait. D'ailleurs, on n'a même pas utilisé autant de conversations qu'on avait prévu au départ. Et donc voilà, donc une vraie belle expérience, un truc vraiment chouette. Je sens que le temps était court. On va terminer juste, en tout cas, c'est vrai que ça illustre ce que tu dis aussi, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est le fait que c'est un canal qui transforme, qui vous oblige à revoir votre organisation.
Et juste donc pour conclure, avant que Jérôme nous coupe la chic judicieusement, c'est quoi peut-être la prochaine étape, ce que vous aimeriez faire? Est-ce que c'est plus marketing, plus Oui, IA? justement. On voudrait essayer de tester un petit peu le marketing au sens promotionnel du terme sur WhatsApp. Encore une fois, c'est un canal de très haute proximité. Nos clients ont dans leur liste de conversation maintenant une ligne WhatsApp, Camping Car Park. En tout cas, tous ceux qui nous ont contactés. Donc en fait, ils peuvent revenir vers nous en permanence. Mais on aimerait bien maintenant éventuellement tester un peu le push. Voir ce que ça peut donner dans une démarche un peu différente que celle de simplement allez, vas-y, envoie-moi tes questions, je te donnerai des réponses. Donc ça peut être chouette. Ouais. On aimerait réengager nos clients en fait. Et pourquoi pas faire du business grâce à WhatsApp aussi? Ouais, clairement, c'est l'idée. Top. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci à tous les deux pour ce très très beau témoignage. Merci à Geoffrey Boulakia de Messaging Me et Karine Bruer de Camping Car Park. Alors on a parlé de Time to Chat, on a parlé de WhatsApp. On va maintenant s'intéresser plus en détail au RCS, Rich Communication Service. C'est le petit nouveau dans l'univers du business messaging. Et j'invite Emeline et Marie de Cinch à nous rejoindre sur scène. Bonjour à toutes les deux sous vos applaudissements. Bonjour, du coup, enchantée. Donc, bonjour moi, à tous. Emeline. Donc, je suis responsable de l'équipe CSM chez Cinch et je suis accompagnée de Marie, qui est consultante mobile. Alors, quelques mots pour vous présenter Cinch. Donc, Cinch, on est leader mondial du messaging mobile. On accompagne un peu plus de 150 000 clients dans plus de 60 pays dans le monde. Aujourd'hui, voilà, on accompagne donc nos clients sur leur stratégie CRM et IT, grâce notamment sur tous leurs canaux de messaging mobile, donc SMS, RCS, Rich SMS, WhatsApp, email, donc grâce à nos solutions de notre plateforme CPaaS, et également avec des prestations de conseil faites par nos CSM. Donc, on fait en fait toute la stratégie d'animation globale sur tous les canaux pour nos clients. Et c'est le cas du coup de Printemps depuis 8 ans maintenant. Alors, on ne va pas vous représenter Printemps parce que je pense que tout le monde les connaît, mais pour vous redonner un peu de contexte, donc Printemps s'est lancé dans les canaux du messaging mobile en 2017, donc avec du SMS et du Rich SMS, donc c'est-à-dire une landing page qu'on joint dans le SMS pour pouvoir interagir au travers de widgets dynamiques et engager le client. Et donc là, leur volonté était quand même de rester très relationnel, très proximité client et toujours très tradi, parce qu'on est sur des grands magasins, on est sur du relationnel avec des conseillers, des corners. Mais en 2020, ils ont décidé de lancer leur premier site e-commerce, donc où on pouvait faire vraiment de la vente en ligne. Donc avant, ils avaient un site internet, mais on ne pouvait pas acheter. Et donc là, ils ont commencé à se créer une clientèle plutôt digitale et à commencer vraiment à penser à des stratégies plutôt omnicanales. Et donc, il leur a fallu attendre 2022 pour que vraiment ils refontent tout leur charte graphique, leur programme de fidélité, et que là, vraiment, on se lance dans un objectif de stratégie omnicanale et donc d'ouverture de différents canaux pour créer une expérience client qui soit beaucoup plus complète et beaucoup plus personnalisée. Exactement. Et du coup, Printemps a voulu se lancer sur le RCS. Déjà, pourquoi le RCS? Comme vous le savez, les clients sont à la recherche aujourd'hui d'expériences sécurisées. C'est vrai qu'avec toutes les problématiques qu'on a de phishing aujourd'hui sur les SMS, c'est vrai que le RCS est le canal idéal parce que du coup, l'agent est validé par Google et les opérateurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux agents qui peuvent s'appeler Printemps. Donc ça, c'est déjà hyper rassurant pour le client qui reçoit les communications de la marque. Ensuite, c'est vrai que les clients sont également à la recherche d'expériences hyper personnalisées, interactives. Et c'est ce que permet également ce canal avec le contenu enrichi qui est disponible directement dans le canal de messagerie. On n'a plus à cliquer sur un lien, par exemple, comme sur le Rich SMS. On verra par la suite quand Emeline nous présentera les use cases. Donc, c'est vrai, canal, les médias qui sont enrichis. On peut mettre des gifs, on peut mettre des visuels, des vidéos, un titre, du texte. Il n'y a pas la limitation des 160 caractères. Jusqu'à 3 CTA, donc on peut rediriger vers le site, on peut déclencher une expérience conversationnelle directement sur le canal. Et on a fait une infographie chez Cinch en 2023, justement par rapport aux 7 millions de messages qu'on a envoyés RCS en 2023. On a eu 3 chiffres clés. Donc, sur toutes les campagnes envoyées, on a un taux de lecture qui est de 72%, ce qui est à peu près quand même x3 VS la newsletter. On a 36% de taux de complétion de notre chatbot. Ça veut dire qu'un client sur 3 va jusqu'au bout de l'expérience. Donc ça, c'est des statistiques qui sont quand même assez incroyables sur le messaging. Et surtout, ce qui nous intéresse, évidemment, la conversion. On est à 2,7 fois mieux que le SMS simple. Et également, en termes de ROI, on a des campagnes qui atteignent les x2, x3. Enfin, on est sur des performances assez exceptionnelles.
Et du coup, c'est pour ça que Printemps, en voyant les résultats du retail, a souhaité faire ce test avec nous. Exactement. Donc en fait, Printemps nous a demandé en fait un peu comment nous lancer. Donc le rôle en fait du consultant mobile / CSM, ça va être vraiment de trouver la campagne qui va être la plus idéale ou la plus performante, avec le meilleur enjeu de conversion pour les accompagner. Nous, généralement, ce qu'on recommande, c'est de faire des tests sur plusieurs formats parce qu'en fait, les clients réagissent différemment en fonction de la campagne, en fonction de l'objectif et en fonction du message. Donc, on conseille généralement de tester à la fois le conversationnel, mais également le RCS plutôt court. Donc, on a commencé avec une campagne pour la fête des pères. Donc, Printemps nous a dit qu'en fait, cette année-là, l'opération fête des pères n'avait pas extrêmement bien marché, que le but était peut-être d'aller stimuler l'achat sur les clients. On était à 2 semaines de la fête des pères, donc l'idée c'est de se dire mais est-ce qu'en fait on va cibler des clients qui ont déjà fait un cadeau ou pas et donc on a décidé de créer tout un conversationnel dessus. Donc dans un premier temps de demander aux clients s'ils avaient déjà fait un cadeau, auquel cas continuer la discussion n'avait pas forcément d'intérêt, et ceux qui n'en avaient pas, de leur demander déjà tout simplement quel était leur budget et quel était leur style, le style du papa, pour être sûr de faire des cadeaux qui soient personnalisés et surtout raccourcir ce parcours d'achat. Et donc, une fois qu'on présentait, que les clients avaient répondu, on leur présentait des produits beauté, puisqu'à ce moment-là, Printemps avait aussi un enjeu fort sur les produits beauté hommes. Et si le client n'avait pas du coup envie d'acheter un accessoire beauté ou un produit beauté à son père, on pouvait dans ce cas-là proposer d'autres articles qui restaient dans le budget du client et dans le style du papa. Donc, on a eu des taux qui étaient quand même assez sympas puisqu'on a eu x3 de taux de clic vers VS un SMS et on a eu plus 12% de redirection, que ce soit sur le site internet ou en boutique. Parce que dans les tests, nous, ce qu'on recommande, c'était toujours de le comparer au canal SMS qui était de base le canal qu'ils utilisaient. Donc, ça a été un franc succès quand même, cette campagne. Et donc, Printemps a souhaité tester cette fois la partie push, donc RCS court, sur une OP commerciale. Nous, c'est nos recommandations. En fait, sur des OP commerciales, on ne recommande pas forcément de faire du conversationnel parce que ce que le client veut, en fait, c'est voir ses promotions et aller directement sur le site. Donc, le but, c'est vraiment d'être super visible parce que le Black Friday, en fait, toutes les marques communiquent dessus. Et donc, sur ce use case, on a réussi à avoir quand même x3 de redirection VS SMS et plus 6% de revenus. Il faut savoir que Printemps, sur leur campagne, généralement, ils ciblent entre 600 000 et 1 million de contacts. Donc, c'est énorme de réussir à faire x3. Donc, une fois qu'on a fait ces 2 campagnes, Printemps était assez convaincu et donc ils nous ont demandé de pouvoir l'intégrer complètement dans leur stratégie, que ce soit sur tout ce qui est programme fidélité, par exemple avec ce use case wallet, donc, qui est une campagne trigger. Donc, les campagnes, à partir de X semaines dans leur intégration de programme fidélité, reçoivent cette communication. Donc là, on a des taux qui sont assez bons. On est à 76% de taux de lecture, VS 20-25 sur de l'email. Et on est quand même à x3,4 de téléchargement du coup dans le wallet comparé à une campagne email. Il faut savoir que maintenant qu'ils sont complètement intégrés, on arrête les A/B tests. On est plutôt sur des campagnes RCS avec toujours du SMS, puisqu'aujourd'hui iOS n'est pas encore pleinement lancé sur RCS. Mais du coup, c'est parce qu'il faut pouvoir cibler ces personnes qui ne sont pas encore éligibles. Donc voilà. Donc ensuite, on a fait, comme je vous disais, on a intégré tout ça dans le programme fidélité et on l'a aussi continué à le faire sur des campagnes importantes pour Printemps, notamment tout ce qui est OP promotionnel, là avec la Beauty Week sur un format court, ou le Back to School de cette année, où là l'idée c'était vraiment de pouvoir mettre en avant les vestes. Et donc on aura fait un conversationnel, je ne sais pas si on peut le relancer, complètement dédié, orienté sur les vestes, où là les questions étaient de se dire, déjà pour qui est la veste, quel est votre style ? Et ensuite, on poussait des vestes pour répondre à ce style-là. On a eu 75% de taux de lecture et x2 de redirection, sachant qu'on est à 5 ou 6 campagnes RCS déjà depuis le début de l'année et on arrive à avoir un taux de lecture super stable. Exactement. Et du coup, l'idée des scénarios conversationnels, c'est vraiment de pouvoir pousser le bon produit au bon client et de ne pas pousser justement des produits génériques, de vraiment faire attention à ce que veulent vos clients pour avoir ces expériences qui sont hyper personnalisées. Et quel avenir pour le RCS pour Printemps, pardon. Sikou en parlera mieux que moi, le responsable CRM. En tout cas, voilà, l'avenir, c'est l'industrialisation. C'est de continuer en fonction des objectifs et des KPIs de Printemps, de proposer la bonne campagne, le bon format, court ou conversationnel, l'industrialisation évidemment, ouais, et surtout l'intégration aussi potentielle de l'IA dans de futures campagnes. Et justement, en petit teasing, du coup, il y a 2 belles campagnes qui se planifient pour Q4, donc n'hésitez pas à vous opt-in chez Printemps pour les découvrir, une expérience conversationnelle et une expérience courte. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Les questions à la fin. Merci.
Merci à toutes les deux. Oui, si vous avez des questions pour nos différents intervenants, n'hésitez pas à attendre après la table ronde. Il y aura évidemment un petit moment de networking. Donc bravo, bravo Cinch, Marie et Emeline pour ce très beau use case pour le printemps autour du RCS, Rich Communication Service, un canal qui enrichit la relation client. On va poursuivre nos échanges avec la dernière partie donc, de cette matinée. Une table ronde, marketing conversationnel, nouveaux canaux, nouvelles interactions, nouvelles stratégies. Alors je vais inviter Marie Delahaye, Agency Partner chez Meta, à me rejoindre sur scène. Claudia Ngabula. Bonjour Claudia. Alors, Marie ici, Claudia juste à côté. Stanislas Brossard, Sales Manager d'Inconcilio. Bonjour Stanislas, à côté de Claudia. Et Thomas Rudel de Carrefour, à côté de Stanislas. Bonjour à Claudia ici. Bonjour à tous les quatre. On peut les applaudir d'ailleurs pour... Excusez-moi, c'est très scripté cette table ronde, donc c'est pour que ce soit fluide. Bonjour à tous les quatre. On va démarrer peut-être par un premier tour de présentation. Marie Delahaye, je disais, vous travaillez chez Meta, alors une entreprise qui va bientôt fêter les 3 ans de son rebranding, avec un futur dans le métaverse. Mais le présent, c'est le messaging et c'est ce que certains appellent déjà le messageverse. Bonjour à tous, donc je m'appelle Marie Delahaye. Je suis Agency Partner et Lead Business Messaging chez Meta. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Voilà, je vous laisse. On peut peut-être redonner quelques chiffres sur les grandes applications de messaging au sein du groupe. Alors aujourd'hui, le business messaging est notamment, on a 3 plateformes chez nous. Donc c'est Instagram Direct, Messenger et WhatsApp. C'est 3 milliards de personnes qui utilisent nos applications tous les mois. C'est 6 millions, si on parle vraiment messaging, c'est 6 millions de messages qui sont envoyés chaque jour entre une marque et les utilisateurs dans le monde, bien sûr. Et si on se fait un focus, Geoffrey l'a dit tout à l'heure, sur WhatsApp uniquement, c'est 45 millions de personnes qui utilisent WhatsApp tous les mois. Et je crois en France, selon Médiamétrie. Et je crois que tout le monde l'utilise dans la salle, donc ça m'a fait plaisir. Donc évidemment, c'est des plateformes extrêmement puissantes. On va revenir sur la partie business messaging dans un instant. À votre gauche, Claudia, bonjour. Donc, qui travaille chez SFR, SFR évidemment, et puis qui représente un peu le monde des telcos, qui est évidemment un acteur incontournable également dans cet univers du business messaging. Oui, donc je ne sais pas si on m'entend. Oui. Bon. Ok, donc moi je m'appelle Claudia Ngambula. Donc je suis chef de marché business messaging chez SFR. Donc je m'occupe de la partie marketing sur les 3 offres, Push SMS, Time to Chat et le RCS également. Et donc, effectivement, le business messaging, c'est un marché qui est assez important, qui est en croissance depuis plusieurs années. On comptait donc l'année dernière, sur toute l'année 2023, environ, donc ça c'est que pour le marché du push, 13 milliards de SMS qui étaient envoyés. C'est les chiffres AF2M, donc toujours en croissance. C'est ça, toujours en croissance. Et donc on a des belles perspectives d'évolution, notamment avec le RCS et l'arrivée de Apple sur ce marché qui nous permet de vraiment augmenter en fait la compatibilité des smartphones. Et on va revenir dans le détail sur les solutions dans quelques instants. À votre gauche, donc Stanislas, bonjour. Bonjour à tous. Chez Iconcilio, une start-up, une Martech, un spécialiste de la relation client. Ouais, c'est ça. Alors, on est une entreprise. Alors, enchanté. Donc, Stanislas, moi, je suis sales manager chez Iconcilio. Alors, sur le marché automobile spécifiquement. Et donc, Iconcilio, nous, on est une entreprise spécialisée dans le marketing conversationnel. Et en fait, on permet à nos clients d'entrer en contact avec leurs clients, justement, par différents canaux de messagerie. Et notre force, elle est plutôt sur l'humain, c'est qu'on a des personnes qui traitent ces sujets-là pour nos clients. Donc, c'est un peu comme un call center, mais c'est un chat center. Voilà, un chat center, très bien. Et à votre gauche, Thomas Rudel. Bonjour Thomas, qui travaille chez Carrefour. Alors évidemment, tout le monde connaît ce géant français du retail, mais qui est également de plus en plus présent dans les retail tech. Exactement, écoutez, enchanté, Thomas Rudel, je travaille chez Carrefour dans une entité un petit peu moins connue qui s'appelle Carrefour Service. Les services les plus connus historiquement, c'est Carrefour Voyage, Carrefour Spectacle, Carrefour Location que vous connaissez peut-être. Peut-être dans un univers proche de celui dont on se parle ce matin, on a récemment lancé un service de eSIM Travel Data par exemple, et puis on en lance tous les jours. Très bien, on va revenir sur votre présence en business messaging dans un instant. Alors Marie, on commençait à en parler, évidemment une puissance, une couverture gigantesque pour les canaux de Meta. Ça serait quoi en termes de business messaging pour les annonceurs? Ça serait quoi les forces de vos canaux? Alors les forces, bien sûr, c'est le reach. Je l'ai dit, je ne vais pas répéter les chiffres, mais près d'un humain sur 2. Ouais. C'est bien sûr les chiffres. Le deuxième, c'est que c'est un canal conversationnel, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes au courant du système de pricing chez Meta, mais c'est vous payez à la conversation. Donc, vous êtes basé sur un nombre de messages illimité que vous pouvez envoyer sur une période donnée. À l'inverse d'autres canaux qui est en messages envoyés uniquement, là, on est sur une conversation illimitée. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, je dirais, c'est un canal
premium et privilégié. On l'a vu avec l'exemple et le cas de Camping Park. C'est tout le monde n'a pas envie de recevoir certaines marques, ne pas recevoir des messages sur WhatsApp. C'est vraiment très privilégié. Et c'est le choix, c'est chaque utilisateur va faire le choix de se dire je veux discuter avec cette marque, mais pas avec d'autres. Donc on est sur quelque chose un canal de confiance entre les utilisateurs et les marques, bien sûr. C'est le groupe des amis, de la famille. Donc on se sent vraiment en confiance sur ce canal. Le troisième, je dirais, c'est les taux d'ouverture, bien sûr, parce qu'on a des taux d'ouverture, alors c'est pas Meta qui le disent, mais c'est les partenaires bien supérieurs à d'autres canaux, de l'ordre de parfois plus de 90%. Donc on est sur ce canal-là. Et le dernier, c'est que c'est un canal rich, donc qui accueille du rich format, donc du format PDF, vidéo, statique, etc., et même la voix aujourd'hui. Voilà, donc on a toutes ces possibilités-là. Voilà les forces de WhatsApp aujourd'hui. Sur WhatsApp et également d'autres canaux comme Messenger et Instagram Direct bien qui sûr, sont aussi en train sûr. de monter en puissance et qui partageront prochainement peut-être. Voilà, exactement. Instagram Direct et Messenger. Tout à l'heure, je vous donnais les chiffres au global, mais on a ces possibilités-là aussi sur ces 3 plateformes. 3 grosses plateformes en tout cas aujourd'hui chez Meta. Claudia, donc chez les opérateurs, il y a des solutions dites multi-op. Alors évidemment, on connaissait le SMS push depuis plus de 20 ans. Et ces dernières années, il y a donc 2 nouvelles solutions émergées, Time to Chat, on en a parlé tout à l'heure, et le RCS. Donc il y a une vraie dynamique aujourd'hui aussi autour de vos solutions. Oui, c'est ça exactement. Et donc si je peux aussi parler des forces des canaux, donc de manière globale, si je prends les trois canaux, c'est que donc à savoir que le RCS, donc on le reçoit au même endroit qu'on reçoit le SMS. Donc ce sont des canaux où en fait le client est habitué finalement. Donc tout le monde reçoit des messages de la marque. Donc c'est plus ou moins accepté en fait de manière générale par les clients. Et en plus, ce sont 3 canaux en rajoutant le Time to Chat qui sont gérés complémentaires. Parce que quand par exemple on reçoit un opt-in pour le SMS, on n'a pas besoin d'opt-in supplémentaire pour le RCS et pour le Time to Chat également. Et après, donc ces 3 canaux nous permettent de couvrir plusieurs types de cas d'usage. Donc si je parle du SMS, on peut principalement l'utiliser. Il est beaucoup utilisé pour surtout les aspects notification. Donc quand on reçoit des messages de banque, des codes d'authentification, etc. Et dans la plupart des marques qui l'utilisent, donc il y a une grosse partie qui l'utilise pour de la notification. Le Time to Chat, donc ça nous permet d'avoir l'aspect conversationnel et ça va être très utile pour tous les use cases de type relation client parce que ça permet de converger la voix et le SMS. Et en plus, le client peut rentrer en contact avec la marque. Donc c'est hyper intéressant pour ces types de cas d'usage. Et ensuite, le RCS. Donc, pour tout ce qui est campagne marketing, ça va nous permettre d'avoir des campagnes très personnalisées, très enrichies, interactives. On peut mettre des photos, des vidéos. Donc, ça permet de faire des campagnes où le client il va être intéressé et il va ouvrir le message. Globalement, on a environ 80% de taux d'ouverture sur le RCS. Donc, voilà. Très bon chiffre également. Alors on comprend, il y a des conversations qui se passent dans les canaux méta, dans les canaux opérateurs. Stanislas, on peut aussi faire des conversations sur le web, hein, c'est une de vos forces. Tout à fait, c'est ça. Parce que de base, nous, eConsilio, le premier canal qu'on a mis en place pour nos clients, c'était du live chat, sur lequel aujourd'hui on traite à peu près entre 200 et 300 000 conversations par mois. L'objectif pour la plupart de nos clients, c'est qu'à l'issue de ces conversations, on puisse en générer des leads pour évidemment développer leur vente. Et donc depuis peu maintenant, on met en place aussi d'autres canaux pour nos clients, pour naturellement multiplier les différents canaux, et notamment par le biais d'agrégateurs comme cm.com. On peut maintenant proposer du time to chat à nos clients notamment, et donc leur envoyer à leur base de données clients des SMS et ensuite générer de l'interaction. Et on va revenir dessus dans un instant. Thomas, beaucoup de canaux différents. Carrefour a d'ailleurs testé à peu près tous ces canaux. On peut peut-être avoir un petit historique de ce que vous aviez fait il y a quelques années sur Messenger. Ouais, petit historique. Alors c'était sur Messenger puis WhatsApp avec une inspiration brésilienne où nos collègues brésiliens diffusaient le catalogue promotion sur WhatsApp les premiers, puis c'est des expériences qui ont été dupliquées. Parce qu'on peut rappeler qu'au Brésil, Carrefour est très puissant, mais WhatsApp également. Également, donc du coup, la double association et nos collègues brésiliens avaient eu cette idée-là, cette inspiration-là, des idées qui ont été dupliquées sur le marché français, dupliquées sur le marché belge, dupliquées sur le marché italien, et peut-être du côté des services qu'on a. Donc c'était des catalogues, des prospectus qu'on pouvait télécharger sur Messenger et sur WhatsApp avec plus d'1 million de téléchargements très rapidement. Si exactement.
Exactement. Et toujours, et c'est amusant parce qu'on en est toujours sur l'inspiration de ces marchés-là. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui de différent et peut-être de nouveau sur WhatsApp? Ils ont utilisé WhatsApp Channels, la nouvelle fonctionnalité de pousser du contenu. On s'abonne à un compte et à une marque qui va nous pousser des contenus très régulièrement. Donc c'est pas que pour les médias. Exactement, on pensait que c'était pour les médias, on a vu nos collègues foncer dessus. Carrefour Argentine, c'est 870 000 abonnés sur WhatsApp Channels, Carrefour Brésil, 220 000 de mémoire ce matin. Et du coup, moi, dans ma business unit, on s'est dit pourquoi pas pour Carrefour Voyage et Carrefour Spectacle, et on l'a lancé tout début septembre. Déjà avec des centaines d'inscrits. Donc, si vous utilisez les channels WhatsApp, n'hésitez pas à vous inscrire aux channels de Carrefour pour découvrir l'expérience. Alors, une question qu'on a un petit peu posée, Marie, est-ce que les conversations améliorent les taux de conversion? Est-ce que c'est performant ces canaux? Oui, tout à fait. Alors, je reviens juste sur, on parle d'acquisition, je reviens juste 2 petites minutes sur WhatsApp, parce qu'il y a parfois des prérequis, en tous les cas, c'est de se dire, sur WhatsApp, vous pouvez adresser l'ensemble du funnel. On a beaucoup parlé d'awareness. Je ne vais pas revenir forcément sur le cas Bouygues Télécom que beaucoup d'entre vous connaissent. D'ailleurs, je fais un teasing, il va revenir cette année avec le Père Noël de nouveau. Mais il y a eu pendant longtemps la question de est-ce que je peux adresser l'ensemble du funnel sur WhatsApp? Et donc, pour répondre à votre question, Jérôme, sur l'acquisition, oui, faire des campagnes d'acquisition sur WhatsApp, c'est possible. On a un cas très concret qu'on a réalisé avec Club Med où ils cherchaient un nouveau canal de communication pour aller chercher des nouvelles audiences et améliorer leur taux de conversion. Et Club Med, on s'est rendu compte finalement, en faisant ce cas, et de toute la mise en place, qu'on avait des taux de conversion qui ont été améliorés de 10 fois, multipliés par 10 par rapport à leur taux de conversion habituel sur leur site. Donc oui, on peut x10 sur WhatsApp. Donc ils étaient extrêmement contents et on continue. Donc oui, on peut à la fois faire de l'acquisition, mais je complète la question en disant on peut aussi faire de l'awareness, on peut faire de la considération, du post-purchase, de l'après-vente, du care ou de la considération. C'est-à-dire qu'on est en full funnel et il y a un cas, et je ne vais pas prendre trop de temps non plus, mais il y a un cas qui le montre très bien en Inde. Alors le Brésil et l'Inde sont des marchés très matures. L'Inde, on est sur une intégration complète du début du funnel jusqu'à la fin et le processus d'acquisition sur nos plateformes. Donc oui, on peut faire de l'acquisition sur WhatsApp. Mais c'est quoi le secret? Comment on peut expliquer de telles performances? C'est un nouveau canal, c'est une façon personnalisée de communiquer. On est en one-to-one, donc les clients, en l'occurrence, si je reprends l'exemple de Club Med, ils étaient dans une situation où ils étaient en personnalisation complète avec tout un arbre décisionnel pour se dire je réponds parfaitement à la demande du client ou du prospect et donc j'améliore mes taux de conversion. En tout cas, de très beaux chiffres pour ce cas. Claudia, même question. Est-ce que ces environnements conversationnels, Time to Chat, RCS, est-ce que ça améliore les taux de conversion? Oui, effectivement. Donc, sur RCS, on a beaucoup plus de cas que sur Time to Chat, vu que ça vient d'être lancé Time to Chat. Mais si je prends RCS, on a eu un cas avec Nespresso, où le but, c'était de faire de la conversation sur RCS. Donc, ils ont envoyé un test de personnalité sur le RCS où le client pouvait répondre à travers 2 questions. Et par la suite, il y avait des cafés spécialisés qui étaient proposés. Et le client pouvait choisir et acheter. Donc, on a vu des taux de conversion qui ont augmenté. De manière générale, on a un cas, donc c'est avec le magasin But, où on a vu des taux de conversion de plus 12% par rapport VS le SMS. Et donc, sur Time to Chat, donc, comme on a pu le voir juste avant avec le cas CureCall, on voit des patients qui répondent beaucoup plus, avec, donc je crois que c'était 97% de patients qui allaient jusqu'au bout de la conversation avec le Time to Chat. Donc, on se rend compte qu'effectivement, ça améliore les taux de conversion. Et puis, on rappelle des taux d'ouverture, un peu comme pour Meta, qui sont largement au-delà de ce qu'on observait dans l'emailing, un facteur 5, je crois, 5 à 10. Donc, des environnements très efficaces. Stanislas, chez Concilio également, même question. Est-ce que ces environnements conversationnels, ils ont un impact positif sur les conversions? Ouais, tout à fait. Je pense on a fait du coup pas mal de tests là dernièrement à ce sujet-là. Pour donner un peu de contexte, dans l'automobile, à peu près tous les 4 mois, il y a des portes ouvertes. Et donc du coup, on a travaillé sur des fichiers clients de nos clients à qui on a envoyé du coup un SMS conversationnel. Et on a eu quasiment, donc on a envoyé
pour information, à peu près 70 000 messages, donc 70 000 personnes qu'on a contactées par SMS, et ça a généré à peu près 26 000 conversations. Donc en gros, on a eu un peu plus de 35% d'engagement, donc de personnes qui ont répondu à ce premier SMS, après soit un premier message, soit 2 autres relances qu'on envoie un certain temps après. Et ça a généré à peu près 2500 leads qualifiés qu'on a nous ensuite envoyés en concession, et l'objectif c'était justement de faire venir du monde en point de vente. Et il faut savoir que la suite de ça, donc, nos clients ont vendu à peu près 500 véhicules en tout sur les 2500 leads qu'on a générés. Et par rapport à d'autres canaux plus traditionnels, le delta, il est de quel ordre? Forcément, la différence, c'est quand on bosse sur du push SMS, le taux d'engagement, il est plutôt autour de 5%. Et là, on était plutôt autour effectivement des 35%, donc beaucoup plus engageant. Ouais, beaucoup plus engageant que du push SMS. Très bien, donc d'excellentes performances. Thomas, même question, à la fois pour les tests qu'a pu faire Carrefour il y a quelques années sur Messenger, et puis ce qui a été démarré en septembre. C'est peut-être un petit peu tôt pour avoir un ROI sur les channels, mais peut-être un peu tôt, mais tendance. Peut-être pour vous donner un sujet business, à un moment donné, dans des univers où vous avez des contraintes de coûts, de budget publicitaire sur les plateformes de méta, parce qu'on n'est pas forcément, quand on s'appelle Carrefour Voyage, Carrefour Spectacle, on n'a pas forcément les budgets marketing d'un Carrefour classique. On est des plus petites entités, il faut être malin. Et l'idée de Channel, c'était, en regardant ce que nos collègues faisaient en Amérique latine, de se positionner sur des sujets de service, sur des territoires un peu vierges, et d'y aller à un moment donné où il n'y a pas de possibilité de publicitaire, tout est en organique, ça ne durera pas forcément. Ça veut dire que c'est gratuit, quoi. C'est gratuit et c'est possible de se faire une place au soleil. Ce qui ne veut pas dire que de l'autre côté, quand on lance un service de eSIM Travel Data, on n'a pas la relation client sur WhatsApp en business as usual, naturel, créé en standard parce que c'est devenu un basique et une commodité. Donc je vous dirais, chez Carrefour Service, c'est du business messaging as usual. C'est-à-dire qu'on essaie à chaque fois de se poser la question parce que c'est dans le téléphone des gens, parce que c'est le réflexe le plus naturel, parce qu'on est sur des catégories de services où on n'a pas forcément encore des apps assez puissantes pour être naturel, se dire on a WhatsApp qui est puissant et qui l'est, on l'a évoqué ce matin, naturel dans le comportement des consommateurs. D'accord. Et sur les expériences avec les catalogues, par exemple, il y a quelques années, vous sentez aussi les impacts dans les points de vente? Oui, on l'a. Alors, je ne suis plus là-dessus depuis quelques temps, mais oui, déjà 4 ans, je crois. Exactement. C'était intéressant de voir que au Brésil, ça continue, en Europe, ça continue. C'est devenu, c'est devenu une quasi commodité. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vrai, c'est de regarder la bascule sur Channel, ce que certains font chez nous et ailleurs. De se dire, ok, je n'ai pas forcément exactement le même contenu au même moment. Est-ce que sur Channel, je fais du dropshipping, sur WhatsApp classique, je fais de la promo avec du catalogue, et avec peut-être en tout cas un sujet, moi j'ai une piste de réflexion, c'est comment les deux canaux peuvent se parler. D'un côté, je vais faire de la promo payante, de l'autre, c'est quelque chose de plus organique. Comment est-ce que ça peut cohabiter au début de l'histoire? Alors justement, Marie, c'est une question qu'on pourrait se poser. On sent qu'avec un seul et même canal, on va pouvoir faire de la pub, un peu de commerce, évidemment de la relation client. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'organisation des entreprises, des clients annonceurs? Oui, alors nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, je vous le disais, on adresse l'entièreté du funnel. Donc, quand on fait une campagne awareness, on va travailler avec la directrice de la communication et de social, on va travailler avec cette entité branding, je dirais. Quand on fait un projet acquisition, on va travailler avec l'acquisition. Quand on fait un projet après-vente, avec le CRM. Aujourd'hui, c'est assez siloisé encore. On voit qu'on a ces 3 typologies d'interlocuteurs. Je pense que demain, le jour où... Ils se rendent compte qu'ils utilisent tous WhatsApp désormais. Ils se rendent compte. Alors, c'est vrai que là où ils vont être... où ils vont se parler, les entreprises, je pense qu'il va y avoir en effet des conséquences organisationnelles et structurelles. C'est le jour où il y aura une intégration WhatsApp du début à la fin pour une même marque. C'est-à-dire à la fois j'aurai du reach très haut et je pourrai payer, ça n'est pas encore disponible en France, j'attendais la question, je vous l'ai dit avant, le jour où l'intégration du paiement sera faite, il y aura une seule et même équipe, je pense, qui devront suivre le projet sur cette entièreté du projet. Donc aujourd'hui c'est encore assez siloisé pour répondre à la question. Mais je pense que demain, et on va dans cette direction-là, je pense qu'on est tous alignés là-dessus. Claudia, même constat. Aujourd'hui, avec les solutions de business messaging opérateur, on parle aussi bien à la pub
à la relation client et demain aux équipes commerciales? Oui, c'est ce qu'on peut se rendre compte avec les 3 solutions des opérateurs. Parce que autant, sur tous les aspects pub, on peut utiliser le push SMS, on peut aussi utiliser le Time to Chat et le RCS pour des publicités plus enrichies. Pour tout l'aspect, on va accompagner vers le paiement. On peut envoyer des SMS pour dire « Ah bah tiens, vous avez oublié dans votre panier vos articles, n'oubliez pas de payer » ou avec l'envoi, avec le RCS, de catalogue, de vente, etc. Donc on accompagne ce processus-là. Il n'y a pas encore de paiement, c'est comme chez Meta, ça va arriver sur l'année prochaine, mais c'est pas encore là. Et on a tous les aspects relations clients où le Time to Chat s'y prête très bien. On avait déjà l'aspect notification avec le SMS où on pouvait donner des informations, par exemple pour de la livraison. Donc là, avec le Time to Chat, on peut y répondre. Et du coup, ça transforme l'organisation de vos clients ou pas? Oui, si, parce que finalement, on peut se dire que une seule équipe pourra faire ces trois types de cas d'usage avec nos solutions. Stanislas, ces conversations, elles cassent les silos dans les organisations? Ouais, effectivement, ça rebat un petit peu redistribue un petit peu les cartes. Et je pense que ça permet d'avoir des différents canaux avec différents points d'entrée. En fait, il peut y avoir aussi bien des canaux avec des messages entrants, comme c'est le cas du live chat par exemple, et également pouvoir faire du sortant. Donc ça permet de toucher un petit peu à tout. Thomas, chez Carrefour, il y a eu un impact sur l'organisation d'utiliser ces canaux où on peut tout faire? Disons que l'impact que j'aurais moi dans une petite BU, c'est que ça mérite d'être très agile. C'est-à-dire que WhatsApp, c'est le cas pour le SMS, tout le monde l'a sur son téléphone en standard. Vous êtes un certain nombre d'acteurs spécialisés sur le sujet. On vous implémente rapidement. On a parlé de quelques jours, ça peut être un peu plus long dans des grandes organisations comme la mienne, mais en tout cas, ça se fait vite. Ça a une certaine agilité. Et puis, il n'y a pas d'éducation consommateur à faire. Nos consommateurs, ils savent utiliser le SMS comme WhatsApp. Donc, c'est un sujet de pertinence. Quand on est une petite BU, comme je l'évoquais, ok, j'ai un gros nom derrière, mais on est une petite BU, c'est agréable de pouvoir se dire je peux implémenter rapidement, facilement, sans justement changer complètement l'orga. Et c'est une orga finalement en avance de phase et qui pourra inspirer l'orga plus générale du groupe? Après, c'est toujours pareil, ça pourrait, mais comme on s'inspire d'autres pays, de façon assez classique. Très bien. Alors, on a parlé de cette convergence entre les différents leviers marketing. Il y a une autre sujet dont on parle beaucoup évidemment en ce moment, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et notamment de l'IA générative. Alors Marie, il y a pratiquement 8 ans, c'était Messenger, avec sa Messenger plateforme, qui avait relancé cette mode autour de l'IA. Et évidemment, le groupe est désormais très très présent avec MetaI. C'est quoi, vous, votre point de vue, quelle doit être la complémentarité entre l'humain et le bot sur ces canaux? Sur l'intelligence artificielle, vous venez de le dire, Jérôme, c'est en effet présent chez Meta depuis très longtemps, depuis le début. Aujourd'hui, c'est central. On a lancé MetaIA, qui est donc l'assistant personnel sur nos plateformes, donc il sera intégré directement sur Instagram Direct, sur WhatsApp et sur Messenger, avec qui vous pourrez parler. On va l'avoir en France? On va l'avoir en France. Je salue Thierry Boitou qui nous écoute. On va l'avoir en France, je n'ai pas de date, ça vous aider. Thierry l'a peut-être. Donc c'est un point important parce que MetaIA, c'est aussi basé sur l'open source. Et pourquoi je focus sur l'open source, c'est notre mantra. Donc on a toutes les solutions qui vont pouvoir et qui sont développées aujourd'hui sur MetaIA avec des agents spécialisés sur la restauration, sur le sport, sur toutes les thématiques que vous voulez, vont pouvoir être directement intégrées dans WhatsApp Business Platform et demain intégrés à vos bots de conversation et utilisés pour les marques. Je dis demain, bien sûr, parce que aujourd'hui il y a des pilotes, mais c'est pas encore disponible en France, mais la stratégie, elle est là et c'est vraiment le point de se dire que vous pourrez utiliser ces agents spécialisés. Mais aujourd'hui, concrètement, si on parle d'intelligence artificielle, et le point, c'est de dire de travailler avec les partenaires. Aujourd'hui, tous les partenaires que l'on a vu certains aujourd'hui sont dans la salle, Sinch, CL.com. Il y en a plein d'autres avec qui nous travaillons, Infobip, Sprinkler, etc. Eux ont des solutions d'IA qui sont très bien, qui peuvent être déjà intégrées dans nos plateformes. Vous n'êtes pas obligé de prendre la main. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas obligé de prendre la main. Faites ce que vous voulez. Mais ça marche d'un point de vue business parce qu'en 2016, les premiers chatbots Messenger, c'était parfois, on sentait vite qu'on avait affaire à une IA, parce que souvent des arbres de décision, souvent. Là, aujourd'hui, il y a une vraie rupture dans les usages. Il y a une vraie rupture dans les usages. On le voit clairement dans la rapidité, dans l'exécution, mais aussi sur le plan créatif.
on a des créations qui n'ont rien à voir, ou des vidéos, des PDF, etc., qui sont beaucoup plus enrichies, qui sont beaucoup plus performantes. Donc oui, l'IA est intégrée et les partenaires en parlant mieux que moi, ils ont tous aujourd'hui ces solutions d'IA qui fonctionnent très bien. Alors l'IA est évidemment très présente chez Meta. Claudia, l'IA arrive aussi dans les solutions opérateurs, aussi dans RCS, que dans le chat, avec déjà des use cases. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça arrive sur ces deux canaux. Et sur Time2Chat, on a un exemple très concret. Donc c'est avec la ville d'Issy-les-Moulineaux qui a mis en place par SMS un bot intégrant de l'intelligence artificielle. ICGPT, c'est ça exactement. Et donc le concept, c'est que le citoyen peut poser des questions sur un numéro 09 et il a des réponses rapides et très construites de la part de l'IA. Ça peut être tout type de questions concernant la ville. Et on se rend compte en fait qu'à ce moment-là, converger le SMS et l'intelligence artificielle, ça fait sens parce que ça permet à ce que les citoyens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le digital ou qui sont pas, qui connaissent pas trop puissent avoir des réponses rapides et construites. Et donc c'est juste un avantage en fait finalement pour le citoyen. Il touche peut-être des populations qui n'ont pas envie de télécharger des applis et qui peuvent s'en servir avec n'importe quel téléphone. C'est aussi la force du système. C'est ça. Donc déjà des collectivités locales donc, qui utilisent ces solutions. Stanislas, vous avez quand même un parti pris, c'est plutôt de privilégier l'humain dans vos live chat. Quel regard vous portez sur l'IA? Alors en fait, moi je pars du principe qu'il y a des échanges qui doivent être traités et gérés par des humains. Et il y a des questions à plus faible valeur ajoutée qui peuvent être effectivement traitées par de l'IA. Si on prend le cas du live chat par exemple, le chatbot avec une arborescence, c'était pas forcément terrible en termes je dirais, d'expérience client, là où le live chat 100% humain, lui, a quand même une force. Mais par contre, aujourd'hui, avec de l'IA générationnelle, c'est totalement différent. On peut avoir un échange aussi avec une IA sans se rendre compte réellement que c'est l'IA, même si il faut communiquer quand même dessus. Donc ça change un petit peu les choses, mais effectivement... vous avez dit IA générationnelle à la place d'IA générative, mais est-ce qu'il y a une question générationnelle justement? Est-ce que les plus jeunes ont un rapport différent à l'IA? Je sais pas. Moi je sais que j'aime bien parler avec un humain, mais après ça dépend encore une fois comment c'est fait. Encore une fois, pour moi un chatbot arborescence, ça m'intéresse pas parce que j'arrive jamais à obtenir la réponse que je veux. Donc, ouais, je le dirai. Donc, l'humain reste essentiel pour bien transformer. Ouais, par contre, on utilise beaucoup d'IA dans ce que l'on fait au quotidien pour des petites tâches répétitives que peuvent faire nos conseillers qui aujourd'hui voilà, leur perdent du temps. Et pour gagner en efficacité, effectivement, on intègre pas mal d'IA dans nos outils. Thomas, chez Carrefour, ça c'est quoi la philosophie? Ça doit être quoi l'équilibre entre l'humain et l'IA et l'IA générative? Alors, d'un côté, on lance un service de Ixim Travel Data, on a un SAV sur WhatsApp, on le lance en quelques mois, il faut répondre dans 8 pays et dans 8 langues. Bon, j'ai quand même un petit sujet d'automatisation et donc l'IA est extrêmement utile. Ça serait une partie de ma réponse. L'autre partie, c'est pour la publication de contenu et l'aspect communicant qui fait partie de mes responsabilités. On est plus sur un outil supplémentaire pour me faire de la traduction automatique, pour aller dans des publications WhatsApp, ajouter les emojis qui vont bien sur le fait de chercher le bon emoji à peu de valeur ajoutée. Les textes qui sont publiés par exemple sur Carrefour Voyage dans WhatsApp Channel, c'est fabriqué par des humains? Il est fabriqué par des humains, on essaie de trouver la petite touche de plus où l'IA peut nous aider et nous inspirer. Donc ils sont pour le moment fabriqués par des humains. D'accord, donc en tout cas complémentarité encore entre l'humain et le bot plus performant? Exactement. Pour la relation client, il y a une évidence d'automatisation au moins en première phase, et pour des sujets marketing, il y a quand même des sujets de se tester. On est au début de l'histoire et on n'est pas encore à uniquement reprendre des contenus ailleurs et les redupliquer. Il y a des sujets d'adaptation. Très bien. Bon, il va être temps de conclure. Petite question que je vais me poser. Ça fait 30 ans à peu près que le web s'est lancé, 15 ans, on a assisté au décollage des applications natives. Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans l'ère des super apps? Est-ce qu'elles ne vont pas faire de l'ombre aux canaux digitaux traditionnels? Quand vous dites super app, vous pensez par exemple à WeChat? C'était le modèle chinois, mais en Occident, c'est plutôt WhatsApp qui a pris la place de WeChat. Alors si, bien sûr, nous, il y a déjà des features qui existent, qui sont 100% intégrées. Je vais donner quelques exemples très concrets. En Inde, vous avez la possibilité d'acheter votre ticket de métro à New Delhi directement dans WhatsApp. Vous avez la possibilité dans d'autres pays aussi de commander votre Uber
directement dans WhatsApp, la possibilité de faire vos courses et de vous faire livrer et de payer directement dans WhatsApp. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que au Brésil ou encore une fois en Inde, qui sont les marchés plus matures, oui, on est sur une logique de super app. Et puis on rappelle que les marques occidentales qui se lancent en Chine, souvent se limitent à une présence de mini-app dans WeChat. Donc du coup, le parallèle est juste aujourd'hui, il y a peut-être des marques qui vont dire je vais être que sur WhatsApp demain. Bien sûr, et alors WhatsApp, c'est vrai que nous, on est présent dans tous les pays. Donc c'est mondial, comme vous le savez. Donc il y a ce moyen d'automatiser, de scaler, qui est évidemment très important. Donc il y a des features de super app qui existent, qui sont déclinables dans le monde entier. Et donc votre conclusion, ça serait quoi? Ça serait lancez-vous sur WhatsApp. Très bien. Claudia, également un mot de conclusion, parce qu'il y a une autre super app qui est aussi en train d'émerger, qui est soutenue par les opérateurs, par Google et par Apple, on l'a compris. C'est une union secrète contre Meta, et qui est le RCS et qui a de grandes ambitions. Oui, effectivement, donc avec les fonctionnalités qu'on voit également dans d'autres pays, donc avec le RCS, il y a la possibilité d'intégrer le paiement, d'intégrer l'envoi de géolocalisation, de fonctionnalités comme ça. Donc c'est vrai qu'on tend à aller vers ce modèle-là. Et donc ce qui est intéressant avec le RCS, c'est que finalement, on peut tout faire sans forcément télécharger l'application. Donc c'est intéressant d'avoir une super app sans avoir à la télécharger. Et donc c'est le moment de se lancer sur RCS. Parce que, le RCS Business Messaging, avec le RCS qui arrive progressivement sur iPhone, qui est déjà très présent sur Android, qui sera évidemment complémentaire des solutions de Meta comme iOS et Android, on peut être complémentaire dans l'univers des applis. Stanislas, ça serait quoi le mot de conclusion? Alors, déjà pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, je pense que c'est important de multiplier les canaux, et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de ne pas être uniquement sur le live chat, mais d'ouvrir aussi, de conseiller à nos clients de mettre d'autres canaux en place et de pouvoir gérer ces conversations-là. Donc le mot de la fin, c'est justement de multiplier les canaux, et faites confiance à iConcilio pour gérer justement les conversations sur ces différents canaux. Il n'y aura pas un canal qui va s'imposer au-dessus des autres, il faut multiplier les points de contact, c'est ça? Ouais, je pense. D'accord, et avoir un seul back-office qui est l'autre, sans doute. Thomas, le mot de conclusion? Alors, moi, ce serait vraiment l'inspiration sur les marchés Inde et Brésil, où on a effectivement un WhatsApp qui est très fort, mais néanmoins des marques qui ont aussi leurs applications. Donc, il y a un sujet de ça fonctionne avec. Alors, c'est un peu du en même temps pour paraphraser le président. Mais il y a quelque chose là-dessus. Alors, déjà, j'ai ce point de en même temps sur ces marchés-là. Et de se dire aussi, est-ce que les marchés européens sont les mêmes? Pas forcément, pour des questions de régulation, pour des questions d'usage, pour des questions de téléphone portable. Il va y avoir une géographie du business messaging avec des applis fortes en Chine, au Brésil. C'est pour ça que j'aurais tendance à être assez pragmatique sur les usages et à tester des choses, regarder comment ça s'adapte, comment ça fonctionne, et ça peut marcher sur nos géographies, moins à un moment. Ce sujet de convergence RCS disponible dans l'iPhone, est-ce que ça va rebattre les cartes? Oui, non, on verra. Et c'est intéressant de rester assez pragmatique sur des sujets où on peut être très agile. Très bien, en tout cas, merci à tous les quatre pour ces témoignages, on peut les applaudir. N'hésitez pas à tester évidemment toutes leurs solutions. Et puis, on vous invite à télécharger le panorama des acteurs conversationnels en flashant ce QR code. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de conclusion? Christophe? Non? Non, bon, bah écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre attention. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une future prise de parole autour de la CTV, la télé connectée, et évidemment, le 10 décembre, rendez-vous au forum de la France digitale. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Au revoir.